Bon bah déjà, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir, Morgane, sans problème. Et du coup, si tu peux te présenter rapidement pour ceux qui te connaissent pas. Guillaume Gigueleu, je suis dans le monde du jeu de société depuis presque une trentaine d'années entre guillemets. J'ai commencé en tant que joueur. Très rapidement, je suis passé du côté de l'animateur. Donc j'ai beaucoup animé pour Yellow, Asmodée, que ce soit à Cannes ou à Essen. Aussi rapidement que ça d'ailleurs aussi, j'ai eu envie, après avoir lu énormément de magazines autour du jeu de société, que ce soit jeux et stratégie, que ce soit jeux en boîte, les premiers plateaux, etc. J'ai voulu écrire, donc du coup je me suis rapproché d'un webzine à l'époque qui s'appelait Petit Peuple, pour lequel j'ai commencé à écrire des articles. Et puis en tant que professionnel, je suis interprète de conférences en langue des signes, donc pour les personnes sourdes qui ont la langue des signes comme langue maternelle ou comme langue usuelle. Et je me suis dit, j'aimerais bien me rapprocher et travailler dans le monde du jeu de société. Donc j'ai regardé du côté des annonces et puis ça m'a permis de dégoter mon premier poste en tant que professionnel dans le monde du jeu de société, où je suis devenu responsable événementiel et communication pour Philosophia et Zedman Games. Et après quelques années, j'ai rejoint l'équipe de FAL et MOPS sur Trick Track. Donc pendant 10 ans, j'ai été rédacteur et animateur pour les articles et les émissions du site francophone, qui était à l'époque le plus gros et le premier site francophone d'information sur le jeu de société Trick Track. Et à l'issue de ça, eh bien, je me retrouve là actuellement. Je suis en poste pour l'éditeur localiseur Lucky Duck Games et qui lui-même est maintenant une partie de Goliath. Ok, donc ça fait combien de temps que tu es chez Lucky Duck? Ça fait 1 an, 2 ans? Lucky Duck, j'ai commencé, nous sommes actuellement en mai 2026 et j'ai commencé en début septembre 2025. Donc on n'est même pas encore à une année. Donc c'est ta première année où tu es en train de encore trouver tes marques pour trouver la bonne façon de faire pour cet éditeur, quoi. Ouais, complètement. D'autant que c'est un poste hybride. C'est un poste qui se définit au fur et à mesure de sa création, puisque c'est un poste. Alors, brand manager, le fait de gérer une marque, ça c'est quelque chose qui est par ailleurs déjà connu. Sauf que là, c'est un poste qui vient du rapprochement entre une société éditeur qui localise des jeux de société plutôt, on va dire, connaisseur, donc Lucky Duck Games, et Goliath, qui est plutôt une société qui fait du jeu et du jouet pour ce que l'on appelle le mass market, donc le grand public. Et ce sont deux mondes qui sont proches peut-être, mais qui ne sont pas du tout les mêmes. Et donc, du coup, il y avait besoin d'huile dans les rouages, non pas que ça frictionne, mais c'est juste pour que ça fonctionne bien. Et donc, c'est ce poste-là, quoi. J'ai l'impression qu'entre du mass market et du jeu un peu plus spé, hobby, c'est pas les mêmes conversations. Non, c'est pas les mêmes chiffres. Exactement. Pas les mêmes, ce ne sont pas les mêmes volumes. Ce ne sont pas les mêmes façons d'aborder les choses. Du côté du mass market, donc du grand public, sur le jeu et le jouet, on va beaucoup parler de campagne de publicité, de marketing, de comment est-ce que le produit est amené à être connu du public, parce que on va chercher le public. C'est pas le public qui vient automatiquement, on va chercher le public. Alors que dans le jeu de société que nous on connaît entre guillemets, toi et moi plus, qui est ce que l'on appelle le hobby market ou le marché spé, voilà, comme tu le disais, ce sont des joueurs et des joueuses qui la plupart du temps s'intéressent d'abord au jeu. Qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté? Qu'est-ce qu'il y a de la part de Rainer Knizia? Qu'est-ce qu'il y a de Bruno Catala? Qu'est-ce qu'il y a comme jeu? Bref, donc il y a un public qui est beaucoup plus connaisseur, beaucoup plus exigeant, beaucoup plus demandeur, et c'est eux qui vont au produit. Alors maintenant, depuis même 2015, donc on va dire depuis au moins une dizaine d'années, mais ça remonte encore à avant, il y a cette lame de fond qui fait que le jeu de société est devenu plus grand public. Donc du coup, il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent. Comme il y a de plus en plus de sorties de jeux de société, forcément, le marketing et la communication s'est installé lui aussi dans le jeu de société. Oui, et par exemple, aujourd'hui, je sais pas, mais une pub télé de jeu de société, ça existe pas encore, mais peut-être que demain,
ça sera un produit comme, je vulgarise les choses, mais comme un Tamagotchi, par exemple. Non, mais c'est une réalité. Je pense que l'on y arrivera. On constate actuellement que le fossé entre guillemets se creuse. C'est-à-dire qu'il va y avoir, et peut-être de plus en plus, deux grandes catégories. Il y a les jeux de société qui vont atteindre le grand public pour des raisons à la fois certainement de mécanique, peut-être aussi de communication et de marketing, mais aussi de dynamique autour d'un jeu qui effectivement touche un grand public. Voilà, je vais pas le reciter, mais je vais le faire quand même. Un Skyjo a atteint une reconnaissance, un aventurier du rail, un Carcassonne également, mais il a fallu plus longtemps. On est sur des volumes et des quantités, voilà, on est sur plusieurs milliers de boîtes qui peuvent se vendre par mois. Forcément, de l'autre côté, à l'autre bout du spectre, on a des jeux de société qui vont faire 2000, 3000 exemplaires en 6 mois, 1 an, 2 ans, et dont on n'entendra plus parler. Donc entre ces deux, donc quelque chose qui reste très souterrain, très un peu marché de niche, mais que l'on a connu, moi quand je suis arrivé dans le monde du jeu de société, fin des années 90, début des années 2000, c'était courant, c'était classique. Alors les quantités n'étaient encore pas les mêmes, il y avait un peu moins de sorties, donc ça veut dire qu'un jeu qui fonctionnait normalement, il pouvait en France en tout cas faire entre 5000 et 10 000 exemplaires. Là on peut avoir des sorties où on a du mal sur certains jeux à atteindre les 2000 et 3000. Donc la concurrence... Aujourd'hui, si on fait 10 000 exemplaires d'un jeu, on va dire c'est que tu as déjà un banger, c'est déjà un gros truc, j'ai l'impression en tout cas. Alors, en tout cas, tu as déjà réussi à non seulement atteindre le public cible, mais à aller un petit peu au-delà. Parce qu'effectivement, tu as réveillé, alors en termes de communication, en termes d'intérêt, tu as réveillé l'intérêt où tu as réussi à atteindre un certain nombre de joueurs et de joueuses qui sont au-delà de simplement justement ceux dont on parlait tout à l'heure, ceux qui s'intéressent un petit peu à tout. Mais ceux-là sont moins nombreux. Donc, tu as été un peu au-delà. Mais l'objectif pour certains jeux, alors chez Lucky Duck Games, par exemple, ça va être Dune Imperium, ça peut être Cascadia, et il y en a d'autres encore, où là, on va être sur 4 prints, 5 prints, 6 prints. Donc, ça veut dire que les jeux, tu commences à les faire sur du dizaine de milliers ou du centaine de milliers d'exemplaires. Oui. Mais rien que ça, c'est déjà énorme. C'est ce qu'on appelle un evergreen, un long seller, donc un jeu qui est toujours vert, plusieurs années après, il continue de se jouer, de se pratiquer, et donc les joueurs et les joueuses continuent de se le dire en bouche à oreille. Ah tiens, je vais te faire jouer à celui-là, c'en est un bon. Il est sorti et ça continue, et que ça fait boule de neige. Et je crois que ça fait partie des secrets, en tout cas du côté des éditeurs, que de trouver ce long seller, ce evergreen, qui te permet en disant ah bah c'est bon, là je suis tranquille pour de tenter des choses. Bah bien sûr. Parce que si on n'a pas ces long runners, on va dire 1, 2, 3 dans son catalogue, eh ben on prend moins de risques, on essaye moins de choses, alors que si on a ces 3 trucs, on se dit bon, celui-là j'y crois, et au pire il fonctionne pas, je mets pas la clé sous la porte, ça va. Pour beaucoup d'éditeurs, chaque édition d'un nouveau titre est un recommencement. C'est-à-dire que il y a intérêt, entre guillemets, alors et la proportion est plus ou moins grande, à ce qu'il fonctionne, parce que sinon, effectivement, tu mets en danger ta boîte. Donc, du coup, tant que tu n'as pas ce long runner, ce long seller, tu sais que tu es complètement dépendant à chaque fois de la sortie d'un nouveau titre en disant il faut que ça marche. Alors pareil, je suis pas un économiste du tout, mais dans ce qu'on m'a appris, on m'a toujours dit que grosso modo, si tu fais un tirage de 3000 exemplaires, ça veut dire que normalement à 1500, tu es à opération blanche, c'est-à-dire que t'as rien perdu, rien gagné, et c'est au-dessus que tu commences à... Voilà, donc tu mets... Bon, et tout ça, c'est à grands traits, hein, chacun fait sa cuisine en interne, et je pense qu'il y aurait autant de réponses qu'il y aurait d'éditeurs, mais c'est pour montrer à quel point dans un marché qui est maintenant très concurrentiel, le marché du jeu de société, et qui du coup a attiré aussi des plus grandes structures comme Goliath par exemple, parce que il y a comme Hachette, Goliath, il y a une réalité économique forte, il y a un marché qui est porteur.
c'est une réalité, mais à côté de ça, c'est pas du tout la ruée vers l'or qu'on pourrait croire, parce que comme il est très concurrentiel, comme il y a beaucoup de titres et beaucoup de sorties par an, ça veut dire aussi qu'il y a malheureusement beaucoup de dommages collatéraux et donc d'échecs. Ouais. Parce que même, par exemple, Lucky Duck, je sais pas combien de jeux sort par an, je dirais peut-être une douzaine, un truc comme ça. On est un peu au-delà, on est à 2 sortes. Alors, en moyenne, c'est un objectif. Donc là, c'est vraiment une décision éditoriale. Nous sommes à 2 sorties par mois en moyenne. Donc, ça veut dire 24 nouveautés par an, avec une volonté qui est la suivante. C'est 24 nouveautés et ça, c'est beaucoup, hein. Ça s'entend parfaitement, c'est beaucoup. Et tous, c'est pour ça que je le dis avec humilité, tous ne réussiront pas, ce qu'on a dit tout à l'heure, à franchir le cap de s'installer. Mais l'objectif à la base, c'est avec 24 titres, on arrive à couvrir en termes de mécanismes et en termes de type de public, un éventail très large. Il peut y avoir du coopératif, il peut y avoir du compétitif, il peut y avoir de la pose d'ouvrier, il peut y avoir du deck building, mais il peut y avoir aussi du familial ou plutôt de l'initié ou plutôt de l'expert. Donc, ça nous fait un espèce de tableau et d'avoir un petit peu pour tout le monde. Voilà, pour que chacun puisse trouver un jeu qui le botte chez Lucky Duck Games. Après, je crois, vous faites pas trop d'enfants chez Lucky Duck Games, où il y en a quand même. Alors, on en a quelques-uns. Nous avons eu les Kids Chronicles. Cette année 2025, il va y avoir le Cascadia Junior, il va y avoir les Schtroumpfs qui vont sortir avec la team Kaedama. Donc, nous en avons quelques-uns, mais il s'avère que le marché du jeu pour enfants, comme peuvent le faire, ça y est, j'ai perdu le nom, Spaceco ou Loki, qui est une marque de chez Yellow, c'est un public vraiment particulier. Ça demande une communication particulière, ça demande une fabrication du produit aussi qui est particulier. Donc du coup, c'est notre façon de faire. Voilà. Et ça demande une expérience. Et là, il faut reconnaître que, alors, quand on a des très bons titres comme les Schtroumpfs, comme Kid Chronicles ou comme le prochain Cascadia Junior, on ne s'en empêche pas. On ne s'en empêche pas, mais ça veut dire que le jeu, il existe déjà. On a eu juste à dire non mais oui, effectivement, il faut qu'il existe en français. On va le faire et on s'en empêchera pas. Mais c'est vrai que c'est pas notre cœur de cible. Et du coup, chez Lucky Duck, comme la maison mère, elle est en Pologne, comment c'est décidé pour les marchés? Est-ce que c'est en Pologne où on se dit ok, les 24 jeux vont sortir sur tous les marchés que Lucky Duck, ou ils se disent là peut-être c'est 5 exclusif marché français, on va développer en France avec une équipe française, exclusif Pologne, exclusif US, ou Alors il y a au moins 2 éléments, 2 catégories à distinguer. La première, c'est les jeux qui sont créés en interne, donc les jeux dont Lucky Duck Games est le propriétaire, c'est la marque propre Lucky Duck Games. Là, c'est développé en interne et la plupart du temps, c'est proposé à toutes les différentes filiales et à tous les différents partenaires et pays auxquels nous avons accès avec l'activité de Lucky Duck Games qui s'est développée. Donc ça, ce sont des jeux en interne, comme Chronicles of Crime par exemple ou Destinies. Et puis il y a les jeux que l'on localise, que ce soit en démarchage entre guillemets de personne à personne. Voilà, on connaît tel éditeur, il nous a présenté son jeu en disant est-ce que ça t'intéresse pour le marché français par exemple, et là on va lui répondre oui ou non, ou que ce soit en passant par des agents. Il y a des agents dans le monde du jeu de société qui nous proposent leur catalogue et dans lequel on peut aller piocher pour des jeux que l'on va localiser. Quand c'est en interne, bien sûr que là l'objectif est que la diffusion soit la plus large possible, donc c'est plutôt considéré comme worldwide, il faut que ça soit le plus large possible. Quand ce n'est pas le cas, on va plutôt, là, en l'occurrence, considérer que chaque marché a sa particularité. Et donc, il y a une équipe, Lucky Duck France, Lucky Duck Games France, dont Davy s'occupe, directeur éditorial, qui, lui, va
poser des décisions en disant on nous propose tel jeu, on nous propose tel catalogue, dans tel catalogue on va faire telle sélection, on va essayer les jeux, en rediscuter, est-ce qu'il y a une place pour ce jeu sur le marché français? Donc là la discussion elle va vraiment se poser en termes de francophonie, c'est-à-dire est-ce que c'est une sélection, chaque pays a sa culture, exactement. chaque pays a ses et puis façons. il faut voir son rythme, il faut voir aussi quels sont les concurrents, les sorties actuelles et tout. C'est comme tout, on essaie de chercher la bonne pépite au bon moment. Donc est-ce qu'on est dans l'air du temps? Est-ce qu'il y a un marché? Est-ce qu'il y a un public? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que c'est trop tard? Donc voilà, et tout ça en fonction d'un catalogue qui existe aussi, c'est-à-dire 24. Ah, ça y est, nous sommes à 28 sélectionnés. Qu'est-ce qu'on fait? On leur dit bah oui, on aime bien votre jeu, mais c'est pour l'année prochaine. Enfin, tu vois, il y a des tas de questions. Puis c'est un peu comme pour le coup le cinéma, il y a une question de timing. Oui, complètement. Par exemple, si tu sors ton jeu, ça peut être le meilleur jeu du monde, mais que tu sors en même temps d'un blockbuster avec qui a une com de malade et surtout qui a le même qui est dans le même ciblage que toi, ben ça va être compliqué. C'est ça que ça va être compliqué. Et même si ton jeu est super bien, mais ça va être compliqué parce que juste tu n'es pas sorti au bon moment. Et comme ça va hyper vite, pour moi la durée de vie d'un jeu, c'est malheureux de dire, mais c'est 6 mois, je pense. Maximum. Et encore, je suis gentil. Sur certaines sorties, on a l'impression qu'effectivement. Et encore, je suis gentil. Tu entends parler du jeu quelques semaines avant la sortie et quelques semaines après la sortie, tu n'en entends déjà plus parler, c'est fini. Donc, après, oui, non, c'est une réalité. Il y a, je dirais, peut-être 1000 jeux qui sortent par an et encore peut-être même plus. Faut arriver dans le bon timing. Ah non. Alors question de timing, c'est une réalité. Question alors le mot anglais est pas très beau, de branding, de la façon dont le produit, le jeu de société est décliné. Voilà. Just One avait connu une première édition. Ça fait partie des jeux moi que j'aime beaucoup en jeu d'ambiance. Il avait connu une première édition qui avait été remarqué mais qui n'avait pas été remarquable, c'est-à-dire que les quantités et la façon dont le jeu avait réussi à s'installer n'étaient pas extraordinaire. Il a été retravaillé, il est devenu Just One et Just One, bam, c'est devenu ce qu'il est actuellement. Et des exemples comme ça, il y en a plein d'autres. Ça veut dire que donc question de timing, question d'approche éditoriale, approche illustration, question de pricing aussi, à quel prix on l'a mis et donc quel matériel et tout. Et enfin, il y a un dernier élément, celui qui est non maîtrisable, parce que si c'était maîtrisable, on aurait une recette de cuisine à succès pour le jeu de société. Il y en a pas, donc c'est qu'il manque un élément, c'est l'alignement des étoiles. C'est ce que tu dis. C'est même pas simplement une question de timing, c'est à ce moment-là, on ne sait pas pourquoi, et c'est pas simplement le timing, c'est pas simplement le prix, c'est pas simplement la façon dont il a été designé ou autre. Non, il y a quelqu'un qui en a parlé, le bouche à oreille qui est parti. On s'est marré autour d'une table dans un bar à jeux, on a fait un boucan du tonnerre. Du coup, il y a des tas de gens qui en ont entendu parler, qui l'ont ramené, ça fait boule de neige, bam, bam, bam. Ce buzz-là, des fois, on cherche à l'organiser, bien sûr, parce qu'on aimerait bien, mais on peut pas, c'est pas maîtrisable. Des fois, le jeu qu'on se dit, on le sort parce qu'on aime bien, mais on sait que ça va être 2000 ventes, et pas plus. Et finalement, bam, tout le monde le demande, sold out, et on n'était pas forcément prévu ça. Et c'est ma première leçon éditoriale jeu de société, et je le salue et je l'en remercie encore. Elle me vient de Mathieu Despnous, le patron et fondateur de Cocktail Games, donc les jeux d'ambiance, entre autres et pas que d'ailleurs. Faut pas que je le limite à ça. Merci Mathieu, coucou Mathieu. Voilà. Sa première leçon, en tout cas, je me souviens vraiment encore ce moment où il me parle un petit peu de son travail, le moment où moi je travaillais à ce moment-là pour Philosophia et Zedman Games, dans un petit bureau au sein de ces petits bureaux Cocktail Games à Versailles, rue du Hasard, et il me dit, j'ai signé des jeux, j'ai travaillé des jeux et j'ai mis tous les voyants au vert. On s'est déchiré, on a réfléchi à tout, les composants, les illustrations, le prix, la communication, le marketing autour. Bref, on a réfléchi à tout, on a tout travaillé, on a tout mis nos voyants au vert et ça a fait des fours. J'ai signé des jeux après un repas un petit peu arrosé sur un coin de table et puis le lendemain tu fais bon c'est signé, bon il va falloir qu'on le sort, allez on l'illustre un petit peu rapidement. C'est pas pour dire que c'est négatif, mais c'est juste et celui-là il a cartonné, tu sais pas pourquoi. Et tu ne peux pas dire que c'est du 100% dans un sens, je pense.
et il a raison de dire que tu prends plus de chances que ton jeu fonctionne à travailler tous les éléments comme il a pu le faire, mais tu ne maîtriseras pas jusqu'au bout. Tu prends plus de chances que ton jeu capote à faire un peu n'importe quoi en disant ouais, c'est pas grave, on verra les illustrations, je vais faire ça par mon cousin ou par mon petit neveu, et puis voilà, je vais mettre un prix un peu à tu prends bien sûr plus de chances que ça soit un four, mais il n'empêche que les deux sont possibles. Il y a quand même 10% de réussite. À toi de voir comment tu gères les risques. Est-ce que t'es joueur ou est-ce que t'es pas joueur? Enfin, tu peux t'en permettre un ou deux, mais si tu mets quand t'as une structure, là, c'est sûr que oui, tu peux vite mettre les clés sous la porte. Si tu mets ton édition que sur la solution freestyle, bon. Pas sûr. Donc voilà, oui, tu as raison, il y a cette partie alignement des étoiles sur le destin d'un jeu qui pèse et il faut pas la négliger, même si on ne peut pas la maîtriser. Du coup, ça me permet de rebondir. Tu as parlé de Just One, pour moi, qui est un jeu, on va dire, qui est vraiment hyper bien comme jeu, mais qui est pour les joueurs spé, mais qui a réussi à faire le pont GSS, et même maintenant, je le vois dans des supermarchés comme Carrefour, les grandes surfaces alimentaires. Est-ce que toi, dans ton poste que tu as à Lucky Duck, on te demande, ou même, est-ce que même on vient te voir en disant, est-ce que tu penses que ce jeu peut réussir à faire le pont, ou est-ce que on te dit, on te propose des jeux et t'as ton mot à dire, de dire, peut-être prenez ce jeu, il va peut-être réussir à faire le pont entre GSS, spécialisé, alimentaire, il va pouvoir arroser tout le monde et tout le monde sera content. C'est l'objectif, hein. C'est un des objectifs de l'embauche, de mon arrivée et tout, c'est de regarder, et pas tout seul, parce que une fois encore, je suis très 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 loin d'avoir la science infuse. C'est juste profiter de l'expérience que je peux avoir et que d'autres membres dans l'équipe Lucky Duck Games peuvent avoir pour, avec les équipes Goliath, analyser et essayer de se projeter sur les jeux de société Lucky Duck Games en disant quelles sont leurs maturités. Quand on parle de maturité, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a suffisamment de joueurs et de joueuses qui connaissent ce jeu-là pour en parler autour d'eux. Pourquoi est-ce qu'il faudrait en parler autour d'eux? Parce que justement, on n'en est pas à se dire on va se payer une campagne publicitaire télévisuelle, par exemple, pour pouvoir parler du jeu. Donc, ça veut dire que nos VIP, nos meilleurs représentants, c'est les joueurs et les joueuses, c'est vous qui nous écoutez, c'est toi, parce que ils en parlent. Donc, est-ce que c'est suffisant pour aller quelque part? Parce que bien sûr, comme n'importe quel, là pour le coup, c'est une particularité du jeu de société, n'importe quel produit commercial, mais culturel aussi, comme peut être le livre, la BD, ou etc., où on est un petit peu entre les deux. Il y a du commercial, il y a du, en même temps du culturel. Bref, le public, le grand public qu'on ne peut pas forcément capter, au milieu de toute une offre qui est pléthorique, pourquoi et comment est-ce qu'il va aller choisir plutôt celui-là ou plutôt celui-là? Donc, il y a quand même besoin de chambres d'écho pour savoir si le jeu peut y arriver. Et donc, notre objectif, pour répondre à ta question, il est effectivement celui-ci. Réussir à voir quelle est la maturité des jeux qui nous entourent dans la collection Lucky Duck, pour dire, celui-là, il a une chance par sa mécanique, par sa thématique, par son illustration ou par son histoire, donc la façon dont les joueurs et les joueuses en parlent et s'en emparent, qui pourrait permettre d'aller chercher un public plus large. Par exemple, et pourtant, ce n'est pas le jeu le plus facile et le plus abordable, mais par exemple, Dune Imperium, pour dire lui, à sa place en GSS, mais je pense pas par sa mécanique, parce que c'est quand même si c'est simple, bon après je suis en vrai, pour moi, c'est dur de dire parce que j'aime bien les jeux experts et j'en ai fait déjà pas mal. Donc ton échelle de valeur, ton échelle de référence n'est pas la même. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est aussi ce qui est dur parce que on va dire, on se parle un peu entre soi, et quand je vais parler à des gens, même dans mon association, même avec des gens du milieu, en vrai, on n'est pas le grand public. On n'est pas du tout le grand public. Par exemple, quand je parle avec ma sœur, qui est déjà plus grand public et encore qui a déjà quelques connaissances, notions de culture ludique. Quand je ramène des jeux, en vrai, déjà quand j'ai tous mes jeux, ils disent mais je savais même pas qu'il y avait tout ça de jeux. Pour moi, les jeux ça s'arrêtait au Uno, au Monopoly et encore maintenant Skyjo ou des choses comme ça. Mais je savais pas qu'il y avait tout ça, toutes ces possibilités. Mais c'est ce que je dis toujours. Cologne Catane ou même Carcassonne, Spiel des Jahres 2005, ça fait 20 ans. Mais il y a encore énormément, c'est même pas un petit peu, il y a encore énormément de gens qui n'ont jamais joué
à Carcassonne. Parlons un petit peu du Monopoly ou etc. Mais on parle d'un jeu qui remonte il y a 50 ans, plus que ça. Donc cette capsule temporelle là, la capsule d'existence d'un jeu de société, elle est effectivement à prendre en compte. Et donc du coup, il y a encore des tas de gens qui peuvent encore découvrir des tas de jeux de société, ce que l'on appellerait des nouveaux classiques. Mais par contre, la question va se poser. En ce moment, on parle beaucoup des influenceurs, influenceuses qui s'adressent à leur communauté. Et une fois encore, c'est une réalité, mais c'est un prisme déformant. C'est un prisme déformant. Monsieur et madame, tout le monde ne regarde pas ça, ne vous écoute pas, non pas votre grille de connaissances, de culture, de bagages et tout. Donc, un jeu sur lequel, sur les ondes ou sur les réseaux sociaux dont j'entends dire un mécanisme hyper connu, vu et revu. Oui, c'est possible. Oui, mais par l'entre-soi. Par une forme d'entre-soi, par Alors après, bien sûr, vient le conseil. Donc en disant, lorsque je vais aller en boutique, en petite boutique, hyperspé chez nos ludicaires préférés ou chez des spécialistes ou des multispés, comment est-ce que le conseil va les orienter? C'est là où tu parlais par exemple de Dune Imperium. Bon, ben, Dune Imperium, il a l'As d'or. Puisqu'il a remporté l'As d'or, eh ben, ça lui donne une lumière, une orientation, un espèce de conseil en disant, ben, pour beaucoup, s'il a reçu un prix, c'est qu'il doit être intéressant. C'est naturel. C'est pas automatiquement la meilleure façon d'analyser les choses, mais naturellement. Il a eu un prix, ben, c'est que ça doit être quand même bien. Donc, je vais m'y intéresser. L'As d'or en France, j'ai l'impression qu'il a vraiment en tout cas commercialement parlant, une force quand même. Ah oui, c'est très forte, quoi. Faudrait demander aux équipes du Festival international des jeux, mais pour savoir, pardon, je finis ma phrase, il faudrait leur demander pour savoir si nous sommes dans les proportions. Le Spiel des Jahres à l'époque en Allemagne, quand je dis à l'époque, c'est on va dire entre 2005 et 2010 pour les chiffres que j'ai pu un petit peu avoir, ça pouvait être du x100. Hein, donc tu faisais un tirage à 8000, tu faisais pas 80, tu faisais 800 000. Donc c'est sûr que c'était pas la même. Gagner le Spiel, ça devenait un objectif parce que ton x100 en termes de rentabilité, en termes ça permet de rentabiliser ton année. Exactement, ça te disait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en début d'émission, c'est-à-dire là, ouf, ça y est, j'ai un Spiel des Jahres, je suis à peu près tranquille. Alors il y a des Spiels qui ont duré 3 ans, il y a des Spiels qui ont duré 20 ans. Donc une fois encore, dans les Spiels, tous ne sont pas à mettre au même niveau. Mais après, 3 ans, c'est déjà bien en vrai. Ah non, mais c'est même 1 an, si pendant 1 an tu vends extrêmement bien. Ah non, c'est en vrai, c'est déjà ok. Il y a aucun souci. Et puis ça dépend aussi de quel est ton objectif éditorial. Mais quoi qu'il en soit, un prix, c'est une réelle mise en avant. Et ensuite, tu parlais aussi de la difficulté d'une Imperium. Deuxième point particulier qui permet de parler de lui, c'est qu'il est arrivé au moment aussi où les films Dune. Je pense que ça a été pensé un petit peu. Alors, je ne sais pas si ça l'a été. Moi, je n'étais pas à l'origine, mais en tout cas, je dis belle coïncidence. Si ce n'est pas le cas. En tout cas, les gens qui l'ont fait ont fait semblant de bien travailler. Bien vu. Donc, non, mais c'est vrai. Donc, il y a la licence aussi, mais une licence ne suffit pas toujours. Des exemples de jeux à licence qui se cassent la gueule, il y en a d'autres aussi, parce qu'il n'y a pas le bon timing, parce qu'il n'y a pas la bonne mécanique et tout. Donc, il n'y a pas de vérité ultime là-dessus. Il n'empêche que la licence, avec les films, As d'or, deuxième élément, et puis troisième élément, un deck building, donc quelque chose qui s'explique entre guillemets au contraire assez rapidement, c'est-à-dire qu'une fois qu'on fait abstraction, si on arrive à dire non attendez, ne regardez pas tout de suite le plateau avec tous les différents endroits, les éléments, oh là là ça y est je suis perdu, non justement, ne vous dites pas ça. Dune Imperium, si je dois vous le résumer et en 3 points, c'est 1, avec les cartes que j'ai en main, je vais en jouer une pour envoyer un de mes agents sur le plateau. Donc retenez ça, j'en joue une et j'envoie un agent sur le plateau et je fais ce qui a marqué sur le plateau. D'accord ? Juste vous dites ça. 1. Ensuite, en 2, avec les cartes qui vous restent, vous allez acheter d'autres cartes pour améliorer votre paquet. Et en 3, si vous pouvez, vous faites une petite bagarre pour gagner des avantages ou des points de victoire. Voilà. 1, 2 et 3. Et Dune Imperium, ça. Alors, on va me dire, oui, mais Guillaume, t'abuses un petit peu parce qu'après, il faut connaître tout le plateau. Oui, bien sûr. En vrai, pour bien jouer, il faut connaître tout le plateau. Mais pour jouer au départ, c'est ok. Ton pitch est ok. Exactement. Tu démarres là-dessus, tu dis, bon j'envoie ça, je fais ça. C'est pas forcément tout de suite la meilleure des possibilités, mais pour beaucoup de joueurs et de joueuses, c'est ce qui va permettre ensuite de dire, ah, ça y est, ok. Ah, du coup, deuxième partie, cinquième partie.
partie, 10e vais partie, comprendre je le commence à rythme et tout, maîtriser ouais. le rythme, le tempo. Mais et c'est comme ça que un succès peut aussi se faire. Donc, il n'est pas si compliqué que ça, mais il faut aussi trouver la façon, la pédagogie pour faire rentrer dans le jeu. Oui, après, c'est ce qui est dur avec des jeux comme ça, comme tu dis, quand on voit le plateau sur la table. Moi, souvent, ma femme, elle joue, mais les jeux experts, c'est pas son délire. Mais pas parce qu'en fait, elle a pas vraiment essayé. C'est juste, elle voit 1h30, ouais, bof, 2 heures, ouais, bof, et je pose le plateau, il y en a partout. Elle dit ouais, déjà ça me saoule. Alors qu'en vrai, et en plus elle aime bien les jeux où il faut se prendre la tête, en vrai il y a plein de jeux qui sont hyper simples. Bon, il y en a où il y a beaucoup de choses, beaucoup de tofu, mais il y a beaucoup de jeux. Et moi, en vrai, ce que j'aime, c'est les jeux experts où je reviens pas dans la règle. Où la règle est fluide. Et après, faut se prendre la tête. Dans le jeu, dans la le gestion jeu, des ressources, par exemple, pas le nez dans les règles. Dune Imperium ou même Ark Nova ou des jeux comme ça, où t'as la règle et une fois que c'est fait, tu peux y aller. Tu l'as assimilé, tu y retournes pas. Bon, peut-être t'auras peut-être une question, un petit truc vite fait à regarder, mais t'es pas toujours à te poser une micro-règle, à te poser des questions. Mais là, ce que tu décris, c'est typique d'une notion que j'aime beaucoup autour du jeu de société, c'est cette notion de contrat social. Plusieurs êtres humains, c'est-à-dire que sans l'être humain, le jeu de société est un objet inanimé. Il n'est ni bon, ni mauvais, ni quoi, ni qu'est-ce c'est un objet inanimé. Tu y mets des humains. À partir du moment où tu y mets des humains, c'est le bordel parce qu'on est tous différents les uns des autres. Tu les rassembles autour d'une table et à ce moment-là s'instaure un contrat social. Moi, si c'est pour me mettre autour de la table et avoir l'impression de retravailler avec un classeur Excel devant les yeux comme si j'étais au bureau, no way, je ne veux pas. Donc effectivement, un Ark Nova va te donner l'impression de travailler, un Dune Imperium va te donner l'impression de travailler, un Kingdom Rush, t'en as rien à faire de la licence, et puis les Tower Defense ne t'inspirent pas plus que ça, donc juste mettre des polyomino pour éviter que ça avance, l'histoire ne te raconte rien, Il faut que ça te effectivement, raconte quelque chose. boum, c'est fini. Donc ce contrat social, c'est on est d'accord et à peu près tous dans la même optique pour cette partie de ce jeu. C'est ce qui fait que parfois, on a des a priori. Tu rentres dans un jeu avec un animateur, c'est aussi ce qui explique le succès des festivals jeux de société, et ben c'est plus facile parce que la barrière de la règle, la lecture et tout, c'est pas toi qui te la farci. Donc il y a quelqu'un qui t'emmène dans une histoire et donc ça devient plus facile. La deuxième chose, c'est si cet animateur, ça peut pas forcément être un animateur dans un festival, mais c'est celui qui s'occupe d'expliquer la règle, s'il t'emmène dans une histoire, j'en ai fait l'expérience plusieurs fois dans mon passé d'animateur et tout, s'il t'emmène dans une histoire... Tu le suis, ouais. Ah, mais tu le suis. Ouais. J'ai vu des gens rester debout dans des animations que je faisais autour de jeux un peu complexes en disant non, les jeux, c'est pas pour moi. J'ai vu des gens rester debout, écouter du coup l'histoire et l'explication que je racontais autour de la table, et c'est pas pour me jeter des fleurs, c'est juste... Mais qui, au final, au bout de 2 ou 3 tours, disent non, mais regarde, là, quand il disait ça, le monsieur, là, tu ferais mieux de faire ça parce que... Mais ça y est, gars, assis-toi. Vas-y, madame, assieds-toi. T'es dans le jeu, là, t'es à fond. Ça y est, t'es rentré dans le truc. Donc, il y a vraiment qu'est-ce que je souhaite retrouver. Et si quelqu'un me dit, mais moi, ce que je souhaite retrouver, c'est juste, je veux 10 minutes, 15 minutes souffler par rapport à mon rythme de vie, oui, je vais pas forcément lui proposer un Dune Imperium tout de suite. Mais par contre, je vais aussi lui dire, je t'assure que au bon moment et avec les bonnes personnes, je suis sûr que Dune Imperium, tu peux kiffer aussi. Oui, c'est après c'est peut-être aussi bon, pour revenir à ma femme, c'est peut-être voilà, elle a repris les études et tout, donc c'est peut-être juste pas le bon moment. Exactement. Et en vrai de vrai, moi j'ai mis du temps à aller dans le jeu expert, un peu pour ce que tu dis, pas parce que ça m'intéressait pas, ça m'intéressait beaucoup, mais par flemme. Je voyais des livres, lire et tout, ça m'intéressait pas. Je suis rentré par Ark Nova et de plus en plus, je me disais, ah cool. Là, maintenant, je suis dans une association. Beaucoup de personnes viennent, ramènent des jeux, expliquent les règles. Tu vois, ça, c'est nickel. Allez, il lit les règles et tout. Moi, j'ai juste à jouer. Ouais. Et de plus en plus, maintenant, je lis les règles. Je regarde même de moins en moins de vidéos de règles. J'aime bien lire les règles et tout. Et en fait, c'est un cheminement qui peut prendre son temps. Et pour revenir un peu au jeu expert, pour moi, le jeu, tous ces jeux sont des jeux. Elle est pas moins joueuse que moi parce que je joue pas à jeu expert. Elle joue plein de jeux qui sont très bien, que j'aime aussi. C'est juste, j'aime le jeu expert parce que j'ai l'impression que il y a tout l'univers et j'ai le temps de rentrer dans cet univers et que c'est peut-être mon côté aussi parce que j'aime bien le cinéma, j'aime bien les choses comme ça. Je rentre vraiment dans quelque chose. Et j'ai l'impression que quand je joue des jeux où je kiffe, et comme tu dis, quand tu parlais de contrat social, ce n'est
pas le même contrat social. J'arrive pas pour la même chose. J'arrive juste pour passer un bon moment et kiffer pendant même 1 heure, 15 minutes, 20 minutes. C'est ça. Et je prends ce contrat social. Et ce qui est important, et ce qui est votre travail un peu, c'est de trouver les bonnes cibles et les bons contrats sociaux à chaque fois, de dire, bon, ce jeu-là, c'est pour cette cible, c'est pour ce moment-là. Ça, à ce moment-là, c'est ça. Ce jeu-là, c'est pour ce moment-là. Et du coup, oui, par exemple, si tu proposes un Dune Imperium avec que t'as que des enfants de 8 ans. Ah bah, et puis, ouais, et même des adultes, hein, d'une Imperium dans un bar, une fois encore, c'est un peu stéréotypé, mais juste après la journée de boulot, t'as juste envie de taper des barres de rire en racontant un petit peu n'importe quoi autour de l'apéro. Et ben on le voit tout de suite, effectivement, tu ne vas pas aller orienter et choisir les mêmes jeux et proposer les mêmes jeux parce que ce n'est pas ce qui est recherché et ça n'a rien à voir avec une qualité qui serait intrinsèque au jeu. Non, c'est qu'est-ce que vous voulez faire en ce moment. Moi qui ai fait beaucoup de jeux de rôle aussi, c'est ce qui se rapproche dans cette narration et dans cette relation qu'il y a entre le maître de jeu et les joueuses et les joueurs autour de la table. Si toi t'es parti maître de jeu en mode délire, sorcellerie, gothique, enquête très noire, alors qu'en face il voudrait du Indiana Jones pulp pour déconner, et ben ça va pas marcher. Il va y avoir mal done. C'est pareil, on te vend un truc dans le cinéma, on te vend un truc où tu te fais toi-même ton film avec ce qu'on t'a raconté, tu vas voir le film et tu fais mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on m'a dit, tu ressors hyper déçu. Et tu vas dire j'ai pas aimé le film. En fait, c'est pas que tu n'as pas aimé le film, c'est que le film T'as coupé. Les projections ou ce que t'en attendais, ou etc. Ont été modifiées. Combien de fois c'est pour ça que lorsqu'on parle en ce moment d'influenceurs et influenceuses autour du jeu de société avec érigé sur un piédestal. Alors je vais vous donner mon avis sur le jeu. Ouais, d'accord, ok. Sauf que combien de fois une partie d'un jeu a été catastrophique parce que c'était pas le bon moment, parce que je venais de payer mes impôts, parce que je m'étais engueulé avec peu importe. Et donc voilà. Et 10 jours après, j'y rejoue avec d'autres personnes dans d'autres situations et je fais mais en fait il est trop cool ce jeu. Donc si on m'avait demandé mon avis ou si je n'avais basé mon avis que sur cette première partie, j'aurais dit ouais c'est bon, non mais laissez tomber les gars, les amis, n'achetez pas ce jeu parce que alors vraiment on a passé un moment de merde, ça vaut vraiment pas le coup. Et puis si on m'avait demandé mon avis 10 jours plus tard, ah mais non mais ce jeu est excellent, on a fait des super parties, ambiance et tout. Donc c'est là où il y a à se rendre compte que le jeu, une partie, c'est même pas le jeu de société, une partie d'un jeu de société, c'est un momentum. Il y avait des êtres humains réunis à ce moment-là et on a vécu cette partie-là et cette chose-là. Donc sur des jeux débiles, j'ai pu me bidonner et pourtant, effectivement, je ne prendrais pas ce jeu-là dans ma ludothèque à la maison. Mais à ce moment-là, on a passé un bon moment. Ouais, voilà. Avec la culture ludique, c'est aussi ça dont tu parlais aussi. On a nos références, on a nos besoins, nos envies, on a notre culture ludique. Quelqu'un qui a, mais bien sûr, et qui change. Mais par cycle. Moi, les jeux experts à Watt 1000 ressources et Watt 1000 chemins de stratégie. Là, je suis actuellement dans un cycle pour la 3e fois dans ma vie de joueur, au moins 3e fois, un moment où non, c'est bon, stop. Si l'auteur de jeu n'a pas été capable d'aller à l'essentiel et donc d'aller tailler au lieu de 42 ressources, eh ben non, justement, je vais essayer de faire pour que ça aille à l'essentiel. Il y en a 6. Au lieu de 10 mécaniques de jeu mélangées, etc., j'ai réussi à en mettre 3, mais qui sont aux petits oignons, etc. Donc, mais ça, c'est mon moment dans ma vie de joueur. Et dans 5 ans, je vais peut-être revenir en disant, ah non, ça y est, j'y suis revenu. Redonnez-moi pléthore de ressources et pléthore de stratégies. Donc, tout ça. Mais c'est pas parce que le jeu, par exemple, pour dire, là, il y a Civolution qui est sorti, qui est un jeu avec pléthore, voilà, plein de choses dans tous les sens. Et ben, peut-être, le jeu, c'est pas la question bon, mauvais, ça, c'est vraiment pas la question. Bah, peut-être que le joueur A ne va pas l'aimer parce que juste ce n'était pas son moment, et le joueur B va dire, oh, c'est le meilleur jeu, j'ai adoré, juste parce que
lui était dans son bon moment et dans il était là pour aimer le jeu. Il était vraiment, comme tu dis, l'alignement des planètes. Bon, après, il y a des jeux qui sont mauvais et qui resteront mauvais. Alors en fait, moi, j'avoue que je suis pas trop il y a des jeux qui sont mauvais. Il y a des jeux qui ont une cible beaucoup plus restreinte que d'autres. C'est en ce sens-là où, bien sûr, face à une multiplication des propositions ludiques, tout un chacun peut dire « Oui, mais moi, je n'ai pas le temps de regarder les 1500 sorties par an. Donc, je vais suivre quelqu'un en qui j'ai suffisamment confiance par rapport à ses goûts, par rapport à son analyse, etc., pour qu'il me dise et me fasse gagner du temps en disant, au lieu de regarder 1500 au long de l'année avec mes vidéos, mes previews, mes machins, mes avis, tu n'en auras que 30 ou 40 sous les yeux. Alors, il faut accepter deux choses. Il faut accepter, l'erreur. Ah c'est marrant, tu m'avais dit que le jeu était bon. Moi, j'ai joué avec ma bande de potes et alors, j'ai pas aimé du tout. Donc, ça, c'est la première chose. L'erreur est possible. C'est normal, hein. T'es pas lui, t'es pas elle, hein. Donc, ça peut ne pas fonctionner. Contrat social. Et la deuxième chose, qui est même entre guillemets peut-être plus importante encore que la première, c'est que tu te coupes, et il faut l'accepter, de tas d'autres possibilités que tu ne découvriras pas par toi-même parce que du coup cette personne que tu suis, elle a fait une sélection, elle a son spectre. Donc forcément il y a un biais, c'est ce que tu disais, il y a un biais de sélection, et ce biais n'aurait peut-être pas été le tien, et peut-être que toi il y aurait des jeux que tu aurais découverts par toi-même qui auraient été des pépites qui n'ont pas été retenus par l'influenceur ou l'influenceuse que tu suis, mais ça peut-être que quelque part, peu importe. En tout cas, ces deux éléments-là sont importants. Et vraiment, ça a à voir avec notre moment, notre culture ludique. Quand tu as 300 jeux de pause d'ouvriers, effectivement, le 301e, il est peut-être très sympa, mais tu vas inconsciemment le comparer avec les 300 autres. En disant, oui, il y a un petit truc en plus, mais moi, je continue de bien aimer mon numéro 1 ou mon numéro 2 que j'ai dans mon top 3. Et c'est normal. Mais par contre, quelqu'un qui va découvrir cette mécanique avec celui-là en pause d'ouvrier, c'est très bien. Oh, mais celui-là, il est génial. Oui, mais forcément, c'est ton jeu, c'est ta Madeleine, c'est le jeu avec lequel tu le découvres. Si je devais parler de tout mon parcours de découverte culture ludique, il est teinté de cette histoire. Je vais citer des jeux parce que je les ai découverts quand ils sont sortis en 95, en 2005, en 2015. Donc c'est des jeux qui moi m'ont marqué parce qu'ils ont suivi mon parcours de joueur. Et donc forcément c'est pas les mêmes que quelqu'un ou que même toi, Morgane, qui le découvre 10 ans en arrière, puis 8 ans, puis 5 ans. Donc normal. Et puis c'est pas les mêmes moments, les mêmes jeux, les mêmes trucs, références, les références changent, les modes changent. Et tu vois, par exemple, il y a plein de jeux, là j'en ai en tête, Randos Creature, qui est un jeu qui buzz, mais le jeu en soi ne révolutionne rien, mais est très bien. Mais c'est que des choses qui ont déjà été vues, déjà été faites. Mais qui ont déjà été vues et déjà été faites par ceux qui ont déjà vu et déjà fait. C'est ça. C'est le serpent qui se mord la queue. Si tu l'as jamais vu et tu n'en as jamais fait et tu arrives, tu prends ce jeu-là et tu dis trop bien. Puis en plus le matos est attrayant, l'univers est bien décliné, bien illustré. Donc il y a rien qui dépasse. Donc c'est là où je regrette. Désolé, mesdames, messieurs, influenceurs, influenceuses, il n'y a pas d'attaque personnelle. C'est là où je regrette une forme d'absence de prise de recul et de culture ludique. C'est-à-dire être capable d'aller au-delà de ses connaissances, de ses références, de ses avis, en essayant de s'en extraire et du coup être capable de se mettre dans les chaussures ou dans les meeples d'un autre joueur que soi-même. Et donc d'être capable de dire mais c'est bien sûr que c'est très compliqué. C'est un autre, et il y en a plein qui ne savent pas le faire, mais parce que c'est un métier, ça s'appelle du journalisme. Merci. Entièrement d'accord avec toi, complètement d'accord avec toi. C'est effectivement, c'est une vraie difficulté afin d'être capable de dire voilà mon avis en tant que joueur à un moment B. C'est-à-dire qu'effectivement, certains même commencent un petit peu à le faire. Tiens, je suis revenu, mon avis à l'époque, j'avais dit ça, et finalement, je me rends compte que finalement, je suis toujours d'accord avec cet avis-là. Bon, bref. Mais la deuxième chose, c'est être capable de donner cet avis et en même temps de prendre du recul en disant, si vous avez 2 ou 3 jeux de pause d'ouvriers chez vous,
mais vous allez kiffer ce jeu-là. Être capable de. Si vous n'avez jamais rencontré un jeu avec un petit peu d'enchères face cachée, effectivement, ce jeu à enchères face cachée, ce n'est pas le meilleur, mais il est très bon. Être capable de dire ce jeu est le meilleur, ça voudrait dire être capable de soi-disant décider ou de se projeter sur combien de millions ou de milliards de personnes avec des goûts différents. Bah non. C'est là où c'est dire non, celui-là il est meilleur. Non, j'ai fait des parties de ce jeu-là et c'était merdique. Ouais, mais de façon globale. Et c'est là où malgré tout, je rejoins et je comprends que l'on puisse dire ce jeu non, il est mauvais. Effectivement, visiblement, une grande partie de la population ne l'apprécie pas parce que quand tu vas sur BGG, quand tu vas sur les agrégateurs de notes ou d'avis, globalement, l'avis partagé est celui-là. On trouve toujours une proportion de gens qui disent « Ouais, mais on a fait des super parties. Ouais, mais nous, c'était pile poil ce qu'on attendait. Ouais, mais nous, on s'y est amusé. » Alors, est-ce qu'il faut dire, parce qu'on est 10 millions à trouver ça merdique, vous, là, les 1000 qui avaient apprécié, vous avez vraiment des goûts de merde? Ben non, moi en tout cas perso, je ne défends pas cette vision de la chose. On peut être 10 millions à apprécier quelque chose, très bien. On peut être 1000 à les apprécier et être tout à fait respectueux de t'as bien aimé ça, ok, c'est ok, très bien. Moi je l'ai pas aimé et c'est juste ça. Ça veut pas forcément dire que le jeu est enfermé dans en vrai c'est très intéressant ce que tu dis. Ouais, je vais encore faire un parallèle avec le film. Mais par exemple moi et je le fais, c'est pas bien. Des fois, je dis, ce film-là, vas-y, c'est un film de merde. Oui, mais ça, c'est très bien. Quand on discute entre potes, etc. Oui. Enfin, je veux dire, il y a aucun souci. Et c'est vrai. Et moi, le premier, bien sûr, et sur des jeux, je fais la même chose. C'est juste que quand je me place, ou à l'époque, en tout cas, à Trick Track, quand je me place en position de journaliste, c'est là où, du coup, je prends une position qui est un petit peu, mais parce que à côté de ça, bien sûr qu'on a des goûts et ces goûts-là, il y a aucune raison de les mettre sous cloche ou etc. Donc, après, j'ai détesté. On suit quelqu'un aussi. J'ai l'impression que on suit tel ou tel influenceur parce que on a l'impression qu'on est dans son prisme, qu'on est dans ce qu'il aime. On a confiance on suit dans lui son avis. Parce qu'il y en a maintenant, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. On suit lui ou lui parce qu'on dit bon, lui, j'ai l'impression ses goûts, en tout cas ce qu'il me propose, c'est ça. J'ai l'impression que ça me correspond tout à fait à mon prisme, à ce que j'aime. Quand il va dire il aime pas, je vais pas aimer, même si ça arrive que il va pas aimer et finalement je vais aimer. Et quand il va aimer, souvent, moi, je vais aimer. Et du coup, c'est pour ça que je suis plutôt lui que lui. C'est exactement ça. C'est donc bien une question de confiance et donc de proximité de grille d'analyse, de réflexion, de goût ludique. Donc, et c'est complètement normal et ok. Ça me permet d'économiser du temps. J'ai pas le temps de regarder toutes les sorties. J'écoute ce qu'il me dit et puis, j'y vais et la plupart du temps, ça fonctionne. Donc, aucune raison que j'en sois mécontent, entre guillemets. C'est juste que après, moi, de mon côté, dans la façon de faire les choses, on se rend compte que, il y a d'autres prismes qui sont des prismes tout autant déformants. Un influenceur, une influenceuse, elle est dépendante. Il peut me dire ce qu'il veut. Il est dépendant de sa communauté. Il est dépendant du personnage qu'il s'est choisi, des goûts et de la façon qu'il a eu de présenter. Et donc, du coup, il a lui aussi un prisme de lecture, un prisme personnel qui fait qu'il aborde tel ou tel jeu et qu'il est dans des postures qui ne seraient pas forcément des postures naturelles que tu aurais juste entre potes, quoi. Oui, c'est sûr. Du coup, on va rebondir un peu sur l'influence et les influenceurs dans le monde du jeu de société. Du coup, toi, en plus, t'as connu un peu, je veux dire, une autre époque avec Trick Track qui était un peu, à l'époque de Trick Track, le média de la société. C'était un passage un peu obligé. C'était un passage obligé, c'était le média un peu pour qu'on parle de ton jeu de société, t'étais presque obligé d'aller chez Trick Track. Aujourd'hui, avec le développement de tous les réseaux sociaux, que ça soit Instagram, Facebook, YouTube, Twitch, TikTok. Moi, je suis peut-être trop vieux pour TikTok. Non, t'inquiète. Je sais pas comment ça fonctionne, mais peut-être. Mais je sais que ça existe. mais du coup, il y a tous ces réseaux, tout ça. Et même moi, aujourd'hui, je fais un podcast. En vrai, faire un podcast, c'est simple. J'achète 2 micros, un enregistreur. Peut-être ça va me coûter 500 balles, je dis n'importe quoi. Et je peux faire mon truc. Et je suis parti. Je cherche du monde et je fais mon truc. Aujourd'hui, faire une chaîne YouTube, c'est simple. Faut avoir les connaissances, faut le truc. Mais si tu veux faire ta chaîne YouTube, même s'il y a 10 personnes, 15 personnes qui vont t'écouter, c'est pas grave, en vrai. Si c'est ce que tu cherches, c'est ça. Si c'est ce que tu cherches et que tu veux le faire, fais-le. Effectivement, tu commences à réfléchir différemment si
ton objectif n'est pas simplement de faire une chaîne YouTube, Twitch, Instagram ou autre, mais de pouvoir peut-être un jour en vivre ou de pouvoir un jour dire j'ai 10 000 followers. Tous ces objectifs qui sont des objectifs humains que je ne juge absolument pas. C'est juste que tu vas faire les choses en fonction de ça. Et donc, parfois, il y a des postures. Moi, je suis indépendant et donc c'est pour ça que je suis capable de dire de la merde sur un jeu. Eh ben non, en fait, tu veux montrer que tu es indépendant et pour montrer que tu es indépendant, tu casses du jeu. C'est pas la même chose que d'exprimer son avis. Juste pour exprimer son avis, être un odieux connard, enfin l'odieux connard entre guillemets, ou les cahiers du cinéma avaient des façons qui étaient aussi des postures réfléchies, intellectuellement parlant entre guillemets, sur on prend un axe qui est un axe trash entre guillemets, un petit peu disruptif, destructif dans la façon d'amener la critique, mais la façon de le faire et la critique était assumée. On le fait parce que c'est notre angle d'approche. Là, en ce moment, c'est pour ça qu'une fois encore, je le remets on est en 2025, donc 2024-2025, il y a une posture, parce que justement, et tric-trac dans cette histoire c'était, non mais attends, il y a suffisamment de jeux pour ne parler que de ceux qu'on aime. Et en face ah ouais, mais vous aimez tout, vous êtes des bisounours. Ça n'a rien à voir. Non, on recommence de vous le dire. On n'a pas parlé de tous les jeux et on a du coup, comme on a l'opportunité, parce qu'on n'a pas le temps de parler de tout, donc de choisir, on a parlé que des jeux qu'on aime. Et pourtant, on l'a connu, hein, les canards PC, Enco qui notaient les jeux vidéo et puis tout le monde avait au-dessus de 85%, 90%, etc. Et donc du coup, tu fais, à quoi ça sert une note si personne n'a toutes ces questions-là, elles peuvent se poser. Sauf que actuellement, en contre de cette posture-là, on s'est dit, maintenant, pour être suivi, pour avoir une voix qui est entendable, il faut casser. Parce qu'il faut montrer qu'on est indépendant. Parce que, tu reçois des jeux et tu fais des partenariats avec les éditeurs. Donc, ça veut dire que tu dis que du positif. Mets-toi dans la place de quelqu'un qui fait ce boulot-là. Si la personne qui me dit parce qu'on t'a offert un jeu, un service presse. Si ta voix coûte un jeu, voilà. Tu vaux rien quoi. Merci Morgane. C'est exactement ce que je leur répondrais. Ça veut dire que grosso modo, tu penses tu penses que si on t'offre un jeu, tu ne vas donc en dire que du bien. Donc ça veut dire que t'es vraiment pas cher en fait comme avis à acheter. C'est là où les certaines personnes ne se rendent pas compte. Mais du coup, ça a développé cette posture en contraposition pour dire non mais faites-moi confiance, regardez, moi je suis indépendant parce que je suis capable de casser du jeu. Et donc du coup, je ne casse pas du jeu parce que j'avais envie de, bien sûr que si, c'est jamais tout blanc, tout noir, je suis obligé de schématiser pour pouvoir moduler et construire mon propos. Mais du coup, il y a actuellement, à l'inverse de ces années précédentes, et c'est normal, l'humanité fait cette balance-là autour d'une position d'équilibre tout le temps, je vais vous montrer que je suis indépendant et donc je vais casser du jeu. Après, moi, il y a casser du jeu et casser du complètement. Jeu. Il y a, pour moi, dire d'un jeu. Après, par exemple, je vais donner un nom. Moi, j'aime bien. Comment ça s'appelle? Nils. Oui, jeu en carton. Ouais. Ça lui arrive des fois de dire j'aime pas ce jeu et tout, mais je trouve qu'il a une façon de faire. Quand il te dit j'aime pas ce jeu, il essaye toujours de te dire j'aime pas ce jeu pour. Et je trouve que moi, j'ai vraiment aucun souci. Et je vais aussi, j'aime bien écouter plusieurs spectres. Comme on a dit, c'est des spectres. Parce que si t'écoutes X ou Y ou Z, tu n'auras pas forcément les mêmes spectres parce que ce n'est pas les mêmes humains. Et c'est peut-être en recoupant ces informations tu vas du dire coup, tu as un petit peu plus global. Moi, c'est plus ça que je vais prendre, plus ça que je vais prendre. D'accord. Et même des fois, j'arrive dans un magasin, je prends celui-là juste parce que j'aime la pochette. Et, voilà. Et ça m'arrive à moi aussi. C'est moi, fin de l'histoire. Et le jeu, peut-être, je me suis trompé. Et voilà, merci, au revoir, c'est pas grave. D'accord, complètement. Et du coup, j'aime bien aussi, c'est vrai, d'avoir parfois des avis négatifs, de pas avoir que des avis positifs, parce que je me dis, ok, ce jeu-là, lui, il a pas aimé, et souvent, quand il dit qu'il a pas aimé, moi, je n'ai pas aimé, donc je ne vais pas aller vers ça. Mais après, le jeu, je suis même pas en train de juger que le jeu est bon ou pas bon. En vrai,
lui, il l'a pas aimé. C'est fin de l'histoire, fin de la conversation. Lui, il l'a pas aimé. C'est là où quand c'est argumenté, parce que d'une part, les arguments, ça peut faire réagir celui qui les écoute en disant, ah tiens, c'est marrant, là, il a un argument pour lequel il n'aime pas. C'est le même argument qui fait que moi, je l'ai bien aimé. Ça montre à quel point c'est très... Donc, très bien, on y va sur les arguments. Là où la posture commence à être différente, c'est quand quelqu'un est capable de dire, ouais, non mais c'est bon, n'achetez pas ça, 35 € d'économiser. Et là, moi, perso... Il n'y a pas de conversation. Ah, c'est ça. Moi, j'ai envie de dire, mais d'où est-ce que tu décides de qui achète quoi, en fait? À quel moment est-ce que je t'ai donné le pouvoir sur moi ou sur ta communauté de dire, moi, en tant que gourou, je vous dis, n'achetez pas ça, c'est 35 € d'économiser. Cette façon de le dire, qui peut être une façon aussi d'exister, en disant, moi, au moins, je suis cash et je vais au bout du truc, etc. Et très bien, revendique-le, à ce moment-là. En fait, ce que tu veux, c'est avoir un poids, avoir une influence sur ce que les gens achètent ou pensent, et libre à toi. Mais à ce moment-là, revendiquons-le. Ce n'est pas une position d'indépendance. Tu es dépendant de cette volonté d'exister et d'avoir du poids et de l'influence sur les autres. Mais tout ça, moi, j'adore vraiment cette discussion-là. J'aime l'avoir parce qu'on essaye de comprendre, de couper les cheveux en quatre pour aller jusqu'à, voilà, comment est-ce qu'un jeu de société peut exister actuellement. C'est une nouvelle façon de communiquer. Ouais. Aujourd'hui, faut dire ce qui est. Pour moi, les influenceurs, on va les appeler les créateurs de contenu. Oui, tout à fait. Parce que c'est deux choses différentes. Pour moi, il y en a qui peut-être influencent et il y en a qui créent vraiment des choses, qui créent des trucs super intéressants et qui est plus de manière éditoriale. Ouais. Comme on voit de plus en plus, et j'ai l'impression qu'il veut aller vers ça et qui continue à développer sa chaîne de cette façon, c'est Martin d'un monde de jeu, ouais. Où j'ai l'impression que de plus en plus, ce qu'il fait, c'est plus du journalisme que de la critique, que de l'influence. Et du coup, je trouve ça super intéressant et je trouve que aujourd'hui, c'est une nouvelle façon et les éditeurs ont besoin de ce spectre, de tous ces influences, de tous ces canaux. Ouais. Et je trouve que ils font partie et ils ont un poids, mine de rien, dans l'industrie du jeu. Mais comment, toi, Lucky Duck, tu choisis tes partenaires, tu dis, bon, je vais plus travailler avec lui, parce que même pas forcément pour tous les jeux, parce que si t'envoies tous les jeux, vu qu'en plus, comme tu m'as dit, Lucky Duck, vous avez le spectre presque complet des jeux possibles et imaginables, si t'envoies tous les jeux, que ça soit sans discernement ouais. Par exemple X ou Y, et il ne va pas tout aimer. Non. Et en vrai, c'est normal, ouais. Parce que même toi, en tant qu'éditeur, je pense que tu as des préférences. Alors, les préférences, il faut y faire attention. Il faut qu'elles soient, une fois encore, je vais pas prêcher de raisonner et de prendre du recul quand tu crées quelque chose et ne pas m'appliquer à moi-même ce que je dis. Donc, les préférences, c'est une chose, mais elles n'ont pas une prérogative première dans le choix. Il y a des gens qui font un très bon travail. À part quand t'es acheteur. Même si, puis j'ai un choix, c'est possible, sauf que moi, mon objectif en tant que communicant chez Lucky the Game, c'est pas de faire plaisir à Guillaume. Mon objectif, c'est de faire en sorte que pour la marque Lucky the Games, le choix soit le meilleur. Parce que si tu fais que plaisir à Guillaume, peut-être tu aurais que ce style de jeu. Exactement. Et du coup, en termes de communication et en termes que Lucky Duck, il y aurait un problème. Il y aurait un problème. Ça serait trop limitant. Donc, il faut savoir aussi faire la part des choses et me mettre moi personnellement de côté et travailler avec des gens pour qui personnellement l'estime est pas forcément top. On partirait pas forcément en vacances ensemble, mais on s'en fout. On ne part pas en vacances ensemble. On a juste à travailler. Ouais. Voilà, donc point barre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ensuite par rapport au travail, parce que c'est un travail. Prendre du temps pour créer du contenu, pour lire les règles du jeu, pour essayer de les assimiler, etc., c'est un travail. Donc, il faut que ce travail-là, j'en sois moi le plus respectueux possible. Quand à l'inverse, je vois que le travail est irrespectueux ou ce que je pense être irrespectueux, en disant non mais là madame, là monsieur, a priori t'as même pas lu les règles du jeu jusqu'au bout. A priori t'as fait une partie, même pas avec les bonnes règles, et derrière du coup tu balances ton avis. Attention, moi-même ça m'est arrivé de jouer une partie
testent ce que j'appelle moi la partie 0. La partie 0, c'est la première partie d'un jeu de société. Et ce n'est même pas la partie numéro 1. La partie numéro 1, c'est la deuxième. Parce que, en fait, il te faut déjà une partie pour prendre le jeu dans sa globalité et tu joues une deuxième fois. Et là, à ce moment-là, tu commences à jouer au vrai jeu. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de reviewers qui prennent pas le temps forcément de jouer plusieurs fois parce que ils veulent faire de la quantité. Il faut faire du contenu. Oui. Exactement. Et puis, il y a de la nouveauté. Et puis, il faut pas rater le jeu qui buzz. Et puis, il faut pas être décroché parce que si je suis décroché, je risque de perdre mes viewers, etc., etc. Donc, ils ont des tas d'autres prérogatives, des tas d'autres objectifs qu'ils veulent maintenir. Donc, ça s'explique, ça se comprend. Moi, de mon côté, de façon froide, j'analyse et je dis, ouais, si c'est pour que le jeu il soit mal traité, non, on va arrêter notre collaboration. Donc, et une fois encore, mais vous acceptez quand même une revue négative si elle est bien apportée. Mais c'est la base. Et c'est là où je reviens aussi sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au service presse. Le service presse n'est en rien un cadeau. C'est pas un contrat, c'est pas un cadeau. Le service presse, c'est un outil pour que les gens puissent faire leur travail. Les reviewers, les revieweuses, les producteurs de contenu, c'est leur outil. Si on leur fournit pas cet outil-là, de quoi vont-ils parler? Alors attention, je vais pas être naïf non plus. Bien sûr que oui, nous on en a besoin, puisqu'on a besoin de communication autour de nos jeux. C'est de la communication, en tout cas pour un éditeur, c'est de la communication. Je mets des guillemets, je mets des trucs à moindre coût. Oui. Parce que une boîte, ok, ils disent, il envoie les boîtes, il y a les boîtes gratuites. Une boîte, ça vous coûte même, je vais vulgariser, je vais donner des chiffres, mais c'est pas forcément la vérité. Une boîte, on va dire, un jeu à 30 €, à Lucky Duck, ça lui coûte 15, peut-être. Et pour certains, alors, une fois encore, en comptant un peu les frais d'envoi et tout ça et tout. Donc, c'est même pas le cadeau à 30 balles. Et il faut, une fois encore, là, distinguer deux éléments. Il y a les services presse. Donc, les services presse, ce sont des copies. À Lucky Duck, il y a une discussion à chaque fois autour de, on a fait un print de 5000 pièces. Il y a X qui vont être dédiés au service presse. Donc, est-ce que c'est 10%, ça va faire 50 boîtes, ou est-ce que c'est moins que ça et ça va faire 30 boîtes? Donc, j'ai 30 boîtes de jeux pour faire parler du jeu. Et dans ces 30 boîtes, il va y avoir les services presse, c'est-à-dire, je vous les envoie. C'est votre outil de travail. Vous en faites ce que vous voulez. Alors, bien sûr que je vais pas non plus, moi, être con, et que si j'envoie 10 fois à quelqu'un un service presse et que jamais il ne parle de nos jeux, peut-être que le 11e, j'arrête de lui envoyer. J'envoie à quelqu'un d'autre parce qu'une fois encore, il faut rationaliser les moyens et les retours que tu souhaites avoir. Il faut un retour, par exemple, sur 30 boîtes. Faut que, pareil, c'est des chiffres, j'en sais strictement rien. Si tu fais 30 boîtes, faut que tu fasses au moins x3, x4 pour que ça soit rentable dans ton nombre de ventes. Alors, sur les services presse, je considère, là, c'est personnel, la communication, ayant travaillé en tant qu'interprète de langue des signes, donc ayant travaillé en tant que élément de la communication, il ne faut pas chercher à ce que ce soit un ROI, donc un retour sur investissement direct. Parce que si je considère que je t'envoie à toi, producteur de contenu, une boîte et je vais traquer tous ceux qui t'ont suivi pour voir si grâce à toi, j'en ai vendu 10, 30, 40 pour savoir si j'ai un retour sur investissement de cette boîte-là, c'est mort, c'est même pas la peine. C'est donc du global. C'est effectivement du global. On ne sait pas les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, donc effectivement, on envoie, on essaye de réfléchir et de pas faire ça n'importe comment, donc de cibler le bon public cible, etc., etc., et on les envoie. Et là-dedans, il faut encore donc distinguer la deuxième catégorie qui n'est pas du tout la même chose, qui est un partenariat commercial. Donc ça veut dire que là, c'est différent. Ça veut dire que on s'est entendu pour que, en plus d'une boîte fournie, parce que tu en as besoin pour faire le matos, on veut derrière une vidéo type. Là, par exemple, Ludochrono, les Ludochronos sont des prestations commerciales et éditoriales. Ça veut dire que je paye parce que je veux une explication de règles en moins de X minutes par vos services parce que vous les faites bien et parce que... Donc là, ça rentre dans un budget communication et c'est encore autre chose. Et là, effectivement, on est dans une prestation qui est plutôt de type contractuel. Donc, hop, on reçoit la vidéo. Est-ce que c'est les bonnes règles? Moi, je vérifie, on corrige, nanana. Donc, il y a avoir des retours. Bien sûr. On va dire
dire, c'est une demande. Du coup, C'est c'est ça. encore une chose. Et du coup, là, oui, tu as ton mot à dire. C'est ça. Alors que sur une review qui est un service presse, Un qui est une service presse, presse, ça tu n'a n'as pas rien à voir. la main Non. sur la presse, Non. ce qui est logique, quoi. Donc, tu acceptes les règles du jeu. Donc, c'est pour ça que je pouvais être, entre guillemets, critique ou un peu dur dans les mots que je dis par rapport à la façon dont les uns ou les autres font leur travail. Mais ça, c'est mon avis. Pour le reste, en termes de boulot, effectivement, et c'est normal, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent parce que c'est un service presse. Mais une fois encore, entre un service presse et une boîte de jeux que le producteur de contenu a lui-même acheté, il va y avoir des biais. Donc, il y a ceux qui en ont conscience en disant « Ah ouais, mais moi, j'ai pas aimé. » Ouais, t'as pas aimé parce que t'as foutu 35 € dedans. Si, effectivement, peut-être que si t'avais eu la boîte gratuite, t'aurais aimé un t'aurais peu plus. regardé un petit peu plus. Oui. Alors que normalement, à l'inverse, dans les deux cas, je dois réfléchir à cet C'est le même aspect-là. jeu, en vrai. C'est le même jeu. Ouais. Et vas-y, refais-en une partie dans d'autres conditions ou avec d'autres personnes. À partir de combien de temps est-ce que tu fais ta critique? 2 parties? 3 parties? Combien de gens, influenceurs ou influenceuses ou producteurs de contenu, donnent un avis après 5 parties ou moins? Oui, après, c'est très... Oui, c'est vrai. C'est là où ça devient chronophage. Et c'est là où le jeu vidéo, c'est pas encore la même chose. Le jeu vidéo, quand je commence à y jouer 1 heure ou 2 heures, j'ai quand même fait 2 heures du jeu. Alors peut-être qu'on va pouvoir me dire, ouais, sur des jeux qui demandent 150 heures, 2 heures, c'est encore rien. C'est vrai. Et pour faire un avis, c'est peut-être pas suffisant. Mais quand une partie d'un jeu dure en elle-même 1 heure et que tu dis, il faudrait que j'y ai joué peut-être 10 fois, ça veut dire que tu as déjà fait 10 heures. 10 heures. Et là, je comprends que ce soit difficile pour pouvoir dire, ouais, mais non, mais je vais pas faire 10 heures pour pouvoir faire une chronique de 10 minutes et j'en ai encore Et en plus, t'en t'en reçois, surtout quand t'es les gros doivent recevoir, je sais pas, 5, 10, 15 boîtes par mois. Et encore, ça peut être plus. ça peut être plus. Oui. Je vulgarise, même il y en a, ils doivent recevoir des 20, 30. C'est ça. Et tu te dis, bah déjà, ils vont pas tous les faire, déjà pour commencer, ce qui est normal. Mais tu te dis, et t'es obligé tu rentres un peu dans un cercle vertueux. Tu dis, ok, je dois faire ça. Si je les fais pas, je vais perdre ma communauté. Et ma communauté, vu qu'il y a de la concurrence, c'est un peu comme les maisons d'éditeurs, ils vont partir dans un autre truc. Et tu te dis, donc il faut, même si je pense que personne dans le jeu de société vit vraiment de ça, parce que il y a les chiffres, ils sont pas encore assez élevés pour dire il y a personne qui se fait 10 000 € par mois. Ça, je préfère vous le dire tout de suite. En production de contenu? En production de contenu, non, j'y crois impossible. pas. Non, c'est impossible. C'est impossible. Non. Surtout que les grosses vidéos, ils font 10 000 vues, c'est rien en vrai. Non, puis on n'a absolument pas un retour, une communauté dans le sens le plus global. Ouais. On n'est même pas dans le jeu vidéo, et même dans le jeu vidéo pour certains qui arrivent et voilà, exactement. Donc ça veut dire que proportionnellement tu rediminues ça. Donc il y a beaucoup de rêves. Il y a beaucoup de volonté, il y a beaucoup de dynamisme. Là-dessus, il faut le reconnaître, c'est réel. Sauf que pour beaucoup, ça ne dépassera pas la petite passion et éventuellement, là, effectivement, la survie économique. Non, pour en vivre, j'en connais très très peu qui effectivement peuvent se permettre d'en vivre réellement. Et qui font pas autre chose à côté. Non. En tout cas, ceux que je connais qui arrivent un peu à en vivre ne font pas que ça. Ok, bah en tout cas, très bien pour la partie un peu influenceur. Et du coup, vous, c'est plutôt toi qui fais ce choix, j'imagine. Et comment tu cibles, comment tu choisis tes partenaires? Alors il y a déjà beaucoup de travail qui avait été fait en amont par un autre Guillaume Pouet, qui était avant moi au poste de la communication. Et donc la particularité, c'est que Lucky Duck Games veut continuer de travailler ce partenariat le plus humainement possible. C'est-à-dire que qui tu es, qu'est-ce que tu veux, d'où tu viens. On essaye d'être présent et voilà, d'être présent, exactement, de connaître, de lire ce qu'il fait, d'en discuter, de l'accompagner et tout, pour justement ne pas être simplement dans une question de chiffres, de nombre de vues ou tu suis quand même beaucoup les reviews des personnes à qui t'envoyais. Tu regardes un peu ce qui. On
on Les regarde tons, ce les qui se choses, dit, ouais. les tons, les retours. On en discute, c'est-à-dire que parfois, moi, ça m'arrive de refaire un mail en disant ah bah tiens, une fois encore, la vidéo elle est faite. Donc, je m'en fous, c'est pas le truc. C'est que moi, du coup, je veux amener cet élément en disant bah tiens, là tu dis que il y a pas d'interaction sur ce jeu. Ben voilà, moi regarde, au bout de X parties, je me suis rendu compte qu'en fait l'interaction. Prenons un exemple, les potions d'Azerland est un jeu dans lequel plutôt on va dire un jeu Eurogame gestion. Il y a une partie très classique dans je récupère des ressources, je les transforme en potions et puis les potions soit je les bois pour utiliser un effet qui va me permettre de démultiplier et de faire de la combo, soit je les ramène à un client pour faire des points de victoire. Ça c'est la partie extrêmement classique. Et la particularité des potions d'Azerland, c'est que on a avant cela pour chacune des 5 actions qu'il y a dans le jeu, une phase où on leur donne des priorités, un chiffre de 1 à 5. Eh bien, à ce moment-là, si je veux bien jouer, mais c'est pas forcément à la première partie que je me rends compte, je dois regarder tous les autres joueurs. Je regarde leur réserve d'argent parce qu'il y a une phase de marché. Ok, en fonction de leur réserve d'argent, est-ce qu'ils vont se jeter sur le marché? Donc, quelle est la priorité que moi je peux? Je suis peut-être pas obligé de dépenser mon 3. Peut-être que à ce tour-là, avec un 4, je serai positionné en deuxième et vu l'argent que j'ai, ça me suffit. Aller chercher des ressources. Là, il en a encore beaucoup. Là, il en a pas du tout. Donc, moi, si je mets un 1 ou un 2, on va être... Voilà. Et c'est là où j'essaye d'apporter quelque chose que parfois on peut ne pas avoir vu parce que dans ce relationnel-là avec le producteur de contenu, la productrice de contenu, je veux qu'il puisse aller au-delà de ce qui a pu être fait. Et si jamais ça clash une fois, ça clash 2 fois, ça clash 3 fois, c'est pas grave. Oui, de 2 choses l'une, soit il revient ou elle continue de revenir en disant j'aimerais bien parler de ce jeu et puis on en parlera, soit j'arrête et puis s'il a envie de parler de ce jeu, il se débrouillera pour l'avoir par ses propres moyens ou par une asso, un café-jeu ou etc. Mais effectivement, pour l'instant, on va laisser passer l'eau sous les ponts et puis on arrête le partenariat parce que pour l'instant, il n'apporte rien de positif a priori. Et ça, c'est normal, c'est complètement humain. Enfin, c'est comme partout, quoi. Il y a rien de particulier. On peut pas s'entendre avec tout le monde. Voilà. Donc, et on va un peu parler du line-up de Lucky Duck. Donc là, dans cette année, il y a déjà Yutan qui est sorti. Ouais. Yutan est sorti, les potions d'Azerland, Tranquillité, l'Ascension. C'est ça. Et arrive, puisque nous sommes actuellement au mois de mai, l'extension pour cet énorme jeu de tableau building Earth, donc Earth Abondance. Il devait sortir là, non? Il va sortir, il a été un tout petit peu repoussé, il va ressortir normalement le 23 mai. Ok. Voilà, 23 mai. Et Joking Hazard, qui est un cyanide et happiness, attention, interdit aux moins de 18 ans, c'est quand même très, très, très humour trash. Donc là, c'est vraiment du icebreaker pour adultes qui n'ont pas peur de se balancer de l'humour, voire gras, vulgaire, graveleux si on en a envie. Enfin, il y a tout ce qu'il faut dans la boîte. Coco, quoi. Ouais, ça va même presque un peu plus loin, je trouve, parce que c'est vraiment le cyanide et happiness. Leur mantra au départ, c'était vraiment ces petites BD, des petits comics en 3 images et très 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 irrévérencieux. Et Joking Hazard est un petit peu l'initiateur de ce style. Alors attention, une fois encore, question de goût. Moi, perso, je n'ai absolument pas besoin de ça pour déconner et rigoler avec les potes. Mais je sais que pour dans d'autres ambiances ou dans d'autres situations, se faire une partie où effectivement on lâche la soupape à l'humour noir, au cynisme ou au trash, ça a donné des parties avec des éclats de rire mémorables. Donc je ne me contente pas de jauger et de juger le jeu à ma propre aune. Il y en a effectivement qui l'ont apprécié. Donc là, Joking Hazard et puis Tirnanog, qui est un jeu avec un draft vraiment particulier, ça, j'en ai entendu parler, puisque du coup c'est un vrai draft. On discutait dernièrement en disant mais c'est pas vraiment un draft. Ben non, c'est parce que le draft on se l'imagine comme j'ai des cartes en main, j'en choisis une et je le passe à mon voisin. Là en l'occurrence c'est un draft avec réservation. Toutes les cartes sont présentes au milieu de la table et je vais aller poser, c'est un barde puisque ça se passe dans une ambiance irlandaise, dans les sagas irlandaises, je vais aller poser mon barde entre 2 cartes, indiquant par là que je réserve une de ces 2 cartes. Mon barde va me permettre donc ensuite, libre aux autres de venir éventuellement réserver. Donc c'est comme s'ils draftaient en disant imaginez, c'est comme si j'avais le paquet de cartes en main, j'en levais 2 en disant ces 2-là, c'est celles que moi je réserve. Tiens, à toi.
à toi d'en lever 2. Sauf que c'était pas possible de le rendre visible. Donc, on l'a rendu visible au milieu du plateau. Donc, on va vraiment drafter, mais avec une réservation. Ok. Et puis, il y a Rebirth aussi qui va sortir. Rebirth, Sablier d'or. Non, pardon, c'est pas moi, c'est pas nous le sablier. Enfin, si, il est Sablier d'or. Tout le monde est Sablier d'or, c'est la règle. Voilà, c'est exactement, c'est la règle. Tout le monde est Sablier d'or. C'est pas celui qui a remporté in fine à l'issue des finales et tout ça, mais je pense que Rebirth a été vraiment bien placé. Il a bien joué son rôle un peu outsider. On s'attendait pas et on s'est vraiment battu pour l'avoir. Mais Rebirth, c'est un très très bon Reiner Knizia, sauf que Rebirth se sortira plutôt fin d'année, donc fin Q3 ou début Q4 dernier quart de l'année. Ok, cool. Très très bien du coup pour cette première partie. Ouais. Du coup, on va passer à la deuxième partie qui est plus je vais te poser des questions, tu vas me dropper du coup des jeux qui vont avec avec ces questions. Du coup, quel était pour toi le premier lancé, c'est-à-dire le jeu qui t'a un peu on va dire rentré dans cet univers du jeu de société en tant que joueur, bien sûr. En tant que joueur. Alors, les 2 premiers sont des inconscients. C'est-à-dire que je vais les citer, mais je ne savais pas, lorsque je jouais à ces jeux-là, qu'ils occuperaient cette place-là. Je suis enfant et je joue avec celle que j'appelle en tant qu'enfant mémère, la maman de mon papa. Je suis en vacances chez elle et très régulièrement, on joue avec elle. Je joue avec elle. Et on joue au menteur, un jeu tout bête avec un paquet de cartes classiques où on dit que je joue du trèfle, et puis on peut taper sur le paquet en disant menteur, on retourne la carte si c'est pas du trèfle, ou si c'est du trèfle, c'est lui qui la garde, enfin bon, etc., que d'autres connaissent sous le vocable du paquet de merde. Enfin bon, bref, il y a plein de déclinaisons de ce jeu. Donc le jeu du menteur et le jeu du nain jaune, parce que c'est ce jeu qu'elle avait chez elle et c'est elle qui m'a initié au nain jaune. Ce ne sont pas 2 jeux que je garde en mémoire de façon jeu de société. Et ça fait partie de ta culture ludique, en vrai. Exactement. Je pense que c'est ce qui m'a donné, en tant qu'enfant, un adulte passe du temps et joue avec moi à des jeux de société. Un adulte, parce que c'est la règle, ment et raconte des carabistouilles autour du jeu, alors qu'en fait, normalement, il faut pas mentir dans la vie et tout. Bref, tout ça me donne une espèce de Madeleine de Proust qui fait que, par la suite, quand j'ai découvert, en tant qu'adulte, les livres dont vous êtes le héros, Loup solitaire, ou le premier jeu de société qui me marque très fortement, c'est HeroQuest, ils sont arrivés dans un terreau qui était propice à ce que le joueur que je suis devenu se développe. Donc voilà, le nain jaune et le menteur dans ses souvenirs d'enfance qui amènent au BD dont vous êtes le héros, en l'occurrence Loup solitaire, et à HeroQuest. Et là, ça part sur le médiéval fantastique, les jeux de société et après c'est l'ouverture de. Après c'est lancé. Ok. Et y a-t-il du coup un jeu dans ta ludothèque, même si c'est pas forcément ton jeu le meilleur jeu, mais ce jeu-là a une histoire, une importance, on va dire, pour toi, et tu sais que même si peut-être tu n'y joueras plus jamais, mais il est là et tu vas jamais t'en séparer. En réfléchissant à cette question, étant donné que je suis quelqu'un qui n'aime pas choisir, c'est pas un jeu, même s'il y en a 2 qui m'ont particulièrement marqué, c'est une catégorie. Okay. Voilà, ce sont les jeux de rôle. Les jeux de rôle, pourquoi ? Parce qu'ils marquent, après la lecture de Loup solitaire et la découverte de HeroQuest, ils marquent mon entrée dans une adolescence et dans un monde imaginaire. C'est le moment où je commence à lire Le Seigneur des Anneaux, par exemple, et il y en aura d'autres. Donc, de découvrir un petit peu la fantasy, le médiéval fantastique & co. Donc, le premier jeu de rôle que je découvre, c'est Warhammer, jeu de rôle fantastique. Je n'imagine pas à l'époque qu'il y a derrière un jeu de figurines. Je ne découvre le monde de Warhammer que par l'univers du jeu de rôle. Et le jeu de rôle m'amène à vivre des amitiés très fortes et des moments incroyables, et en l'occurrence une campagne des Secrets de la 7e mer que je masterise sur plusieurs années auprès de mon groupe de potes, et une campagne qui me donne l'impression de gérer un mini-monde, un peu comme un démiurge là, et le monde se transforme au fur et à mesure de nos actions. Et j'aime à être le raconteur d'histoires, j'aime raconter des histoires, j'aime mettre en avant les joueurs, j'aime leur donner ce moment où ils peuvent être héroïques. Donc c'est vraiment la catégorie jeu de rôle qui est le jeu qui se rattache à un passé, à des sentiments, à des amitiés, et qui du coup reste le plus fort. Et le jeu pour moi c'est des émotions, qu'ils soient positifs ou négatifs. Est-ce qu'il y a des jeux qui du coup peut-être des fois qui te mettent dans des vibes positifs, négatifs, qui te mettent dans des ambiances? Alors de façon globale,
c'est là où quand on me demande mes jeux préférés, etc. Pas forcément préféré, c'est plus tout à fait. une énergie, quoi. Eh ben, moi, c'est l'avantage du jeu de société, c'est que ce qui m'intéresse encore plus que l'objet inanimé dont on a parlé, c'est les humains qu'il y a autour de la table. Ce qui fait qu'à partir du moment, je me la donne un peu comme mission et c'est un peu débile, mais à partir du moment où on a réussi, où on a entraîné, où on a fait en sorte que des gens s'installent autour de la table pour partager un moment qui normalement est un bon moment, et moi je vais tout faire pour que ce soit un bon moment. S'il faut vulgariser les règles, réexpliquer 50 fois, me dire non mais t'inquiète pas, c'est pas grave, attends, je te le remontre, bref. Mais ce qui me met en bonne vibe, c'est le jeu de société. Parce que c'est un moment de partage. C'est un moment qui est un petit peu hors du temps, qui est un petit peu hors de l'espace, parce que tout d'un coup, on se fait une espèce de petite bulle. Mais par contre, c'est un moment qui permet d'aller rencontrer, de partager avec des gens. Et donc, c'est vraiment alors, il y a des jeux de société, qui particulièrement me mettent en joie. J'apprécie toujours, même si c'est lié aussi à mon histoire, de faire une partie de Pandémie. J'apprécie toujours de faire un Just One. Il y en a plusieurs comme ça, Unmatch avec les enfants, bref, peu importe, il y en a plusieurs. Mais le jeu de société est toujours généralement un moment de good vibes. Le moment où le jeu de société devient mauvaise vibe, et c'est arrivé, mais de façon extrêmement rare, c'est les moments où effectivement le contrat social n'était pas le même autour de la table, mais je ne le savais pas. Donc, par exemple, on s'installe à un jeu plutôt expert. Moi, je commence à dire bonjour et tout. Puis, il y a quelqu'un qui change quasiment pas. Il est un petit peu en mode monomaniaque sur son plateau. Et en fait, tu te rends compte que tu n'es là que pour lui donner une adversité. Lui, son objectif, c'est simplement en fait, de t'écraser. Ouais, voilà. Et du coup, c'est pas des bonnes expériences de partie. Des expériences aussi où ce que l'on appelle de façon un peu classique, mais ça vient de plein d'éléments qu'on n'a pas le temps pour aller un peu plus dans les détails, mais effectivement des comportements de ce que moi je trouve être un peu mauvais joueur. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu te rends compte que tu ne peux plus gagner, et comme ton objectif, ce n'était que de gagner, maintenant ton objectif devient je vais pourrir la partie. Et là, du coup, je fais mais attends, mais dans le contrat social, c'était justement qu'on passe un bon moment, et là, parce que il y a un élément qui toi te fait passer un mauvais moment, il faut que tout le monde passe un mauvais moment. Bah waouh. Et là, effectivement, du coup, ça amène de la mauvaise vibe. Oui. Mais à la base, le jeu est plutôt good vibes de base. Normalement, oui. Le jeu est... Après, c'est vrai que le jeu de société, je trouve que c'est de partager des moments comme ça avec des personnes. Moi, que ça soit... Bon, maintenant, j'avais du mal à trouver des gens... Parce que j'aime plus de jeux que de gens. C'est clair. Comme je pense... à la maison, tu verras, c'est pareil. Je pense comme beaucoup, en vrai, tu vois. Puis on achète, on a cette limite. Puis moi, je suis hyper curieux. Donc... je dis à ma femme, j'arrête ce mois-ci. Finalement, il y a celui-là. J'ai vu ça. Moi, j'ai envie de le tester. J'ai un truc. Et puis je vais à l'association, je découvre un jeu que je connaissais pas, mais qui est sorti il y a peut-être 2 ans. Comment est-ce que je le trouve? Je comprends. Je connais. Et du coup, il y a ce truc là. Et en fait, ce que j'aime bien dans le jeu de société, déjà, jouer avec mon fils, genre lui donner ça. Ouais. Bon, même si mon fils, il va avoir 5 ans, donc on fait pas les mêmes jeux. C'est pas le même contrat social. Ça commence. Mais ça commence comme ça. Je trouve, et que vu, c'est sûrement de ma faute et de la faute de ma femme qui joue beaucoup, mais pas au même jeu, on lui donne, il veut toujours découvrir maintenant. Toujours, par exemple, pas plus tard qu'hier, on lui a offert, parce qu'il a été cool, on lui a dit, bon, il adore les jeux Legacy, on lui a dit, il avait Zombie Kids, on lui a dit, bon, vas-y, t'as été cool, on va te prendre Zombie Teens. Ok, la suite. Et il ouvre la boîte, la première chose qu'il fait, non, mais je veux juste voir le matériel. Déjà, il utilise des mots. C'est ça. Il est déjà à fond dedans. Il prend un truc, il prend sa petite boîte, il regarde, il dit, oh, les enveloppes. Et normalement, un enfant qui a pas l'habitude de jeu, lui, il veut juste jouer. Non, lui, il voulait tout regarder. Il y avait déjà la découverte. Mais après, ça devient, enfin, combien de fois je me suis fait la réflexion, mais Guillaume, tu en es à lire des règles du jeu dans les années 2003, sur Trick Track, on se filait les traductions des règles du jeu un peu sous le manteau pour essayer de connaître le jeu sans forcément être obligé de l'acheter ou etc. Et je me rendais compte que, mais pourquoi t'en es encore à lire une règle de jeu? Le jeu, a priori, tu vas pas l'acheter, mais il y avait un vrai plaisir. Mais parce qu'en fait,
fait, il y a cette hormone-là qui est dans la découverte de la nouveauté. À quoi est-ce qu'il a pensé? Quel mécanisme il a mis en place, etc. Donc, je me shootais à la lecture des règles du jeu. Et je comprends parfaitement que ouvrir une boîte, mais comme on déconne des fois de temps en temps, le plaisir de dépuncher, le plaisir d'essayer de comprendre le jeu en voyant le matériel et en essayant de comprendre comment l'histoire va se raconter. Tout ça, c'est autant de plaisir que de base des personnes, quand je dis lambda, c'est pas pour les déprécier, mais qui n'ont pas forcément cette culture ludique, grand public, ne connaissent pas. Mais en fait, y compris dans mes collègues à Goliath, je me rends compte à quel point c'est un virus qu'on attrape très vite. Ah oui. Le plaisir de découvrir, le plaisir. Une boîte. Ah, mais c'est sûr. Moi, je sais, des fois, il y a des jeux, c'est un plaisir un peu coupable. Je l'achète, je me dis, en vrai, je sais même pas si je vais aimer. Je suis même presque sûr que c'est peut-être pas mon délire. Mais j'achète le jeu parce que il y a un truc qui m'a appelé, peut-être la couve, parce que j'aime beaucoup la DA, les choses comme ça. La couve, j'ouvre, et rien que le moment de je dépunch, je regarde les cartes, ce truc, et rien que ce moment-là, je trouve que c'est une dopamine que j'adore, quoi. C'est une réalité, et je pense que ça fait partie de ces mêmes plaisirs. On pourrait certainement aller voir des spécialistes de ce côté-là, de ce qui se passe un petit peu dans notre cerveau, ce même plaisir qui est dans cet ordre de la projection mentale, de l'écoute d'un morceau qui tout d'un coup déclenche quelque chose, et du coup c'est rattaché directement à ce morceau. Des images dans un film, il y a le film, et puis d'un coup il y a une série de 4-5 images, et il y a une espèce de flash, parce que ça fait une réminiscence peut-être avec notre histoire, il y a peut-être de l'inconscient, mais peu importe. Et ben, il y a de la kinesthésie aussi, le fait de prendre quelque chose en main dans une réalité qui commence à être de plus en plus virtuelle. Et ben, ce plaisir-là de toucher. Depuis tout à l'heure, je mastique des petits éléments de jeu pendant qu'on parle et tout, mais parce que ce plaisir-là nous habite aussi. Enfin, c'est complètement humain. Nous sommes des gens de sens. Donc, dès que nos sens sont mis en marche, et ben ça nous procure des sensations. Oui, et c'est pour ça que même si aujourd'hui il y a un truc comme BGA qui est pour jouer encore et encore sans avoir le jeu, bah moi j'aime bien BGA. Je joue quand même beaucoup à BGA, mais BGA ne remplacera jamais le jeu sur la table, parce que j'aime cette sensation, cette texture, top mon 5, je suis bien d'accord. Ce côté agréable. BGA, pour moi, ça me permet de jouer à des jeux auxquels j'aurais pas forcément l'opportunité de jouer, ou je n'aurais pas forcément envie d'acheter, tout à fait. Et j'ai juste la curiosité de me dire, j'ai quand même envie de savoir comment ça fonctionne. Et puis il y a une question de temps. Sur certains jeux, moi le premier, je me dis je me ferais bien une partie de. Ouais, mais la mise en place 1 quart d'heure, 45 minutes de partie. Non, on n'a pas 1 heure. Ah oui, mais alors sur BGA, la mise en place elle est instantanée. S'il y a des joueurs en temps réel, bam bam bam, on peut presque faire la partie en 20 minutes au lieu de 45 minutes. Et puis toutes les règles, elles sont directement vérifiées et tout ça, le décompte des points. Donc il y a aussi une notion, mais ça c'est propre à notre société moderne, un peu consumériste. Il faut que je maximise mon temps. Effectivement, le jeu de société est un loisir. Donc, ça veut dire que il a un impact économique. Ça veut dire que se payer une boîte de jeux de société, ça veut dire qu'on considère que tu as déjà de quoi manger, de quoi te nourrir et de quoi avoir un toit sur le toit. Donc, ça veut dire non, mais c'est une réalité. Ça veut dire qu'effectivement, dans la pyramide de Maslow, le jeu de société, il est pas immédiat. Donc, il faut le savoir. Proposer un jeu de société en ludothèque, c'est hyper important, parce que pour toute une partie de la population qui ont déjà à s'occuper de leurs besoins fondamentaux, le jeu de société, ils y ont droit aussi, ce moment de décompression, de loisir, et donc il y a besoin de soutenir des programmes où le jeu de société devrait être accessible à tous, parce que ça fait un vrai plus, ce vrai bien-être dans la tête, ça fait du bien et ça permet d'être plus à l'aise pour la vie de tous les jours derrière. Bref, ça c'était la petite parenthèse. Mais dans nos sociétés de consommation, d'optimisation, le temps on l'a pas toujours, et BGA permet parfois la petite partie, même pas forcément plaisir coupable, mais j'ai que 15 minutes, ça tombe bien, sur BGA, je peux en 15 minutes faire une partie de, mettez là le nom du jeu que vous voulez, et bim, boum, c'est fait. Et let's go, pourquoi pas. Enfin, je veux dire, ça marche aussi très bien. Oui, c'est sûr. Et puis, ça permet de se nourrir encore un peu plus. Oui, tout à fait, quand on aime, d'avoir un petit peu sa dose aussi, mais il faut se le dire, mais oui. Quand on est joueur,
moi, à mon grand dame, mais ce qui est normal, parce que j'ai mon métier, j'ai mon fils, j'ai ma femme, j'ai ma famille, je fais aussi du foot en club. Ça. Non, mais du coup, on essaye d'optimiser. J'essaie d'optimiser. Ouais. J'aimerais bien faire des gros jeux 2-3 fois par semaine. Quand je regarde mon emploi du temps, techniquement impossible. Ou je parle plus à ma famille et je fais plus rien. Je m'enferme. Donc c'est pas le but non plus. C'est pas possible. Ouais. Mais, et du coup, BGA, ça me permet, du coup, de faire d'avoir quand même ma petite ce plaisir, petite dose, mais qui n'empêche pas d'avoir ce jeu sur la table. Et ça permet aussi, par exemple, moi j'ai mes cousins il y a une partie de mes cousins que je ne voyais pas souvent parce que je ne voyais pas souvent. Le pire, c'est que c'était pas vraiment éloignement. C'était, par exemple, je sais pas si tu connais un peu l'Île-de-France. Ils habitaient dans le 77, j'habite dans le 91. Ça devrait être jouable. Ok, quoi. Bon, il y a 1 heure, bon, un ça éloignement va, approximatif. Oui, voilà, ça reste ok comme éloignement. Mais on trouvait pas le temps et tout. Et il s'avère que j'ai appris qu'ils aimaient bien les jeux de société. Pas aussi drogués que moi, mais ils aimaient bien ça. Et du coup, maintenant, on essaie de se faire 1 fois par mois. Des fois, on n'y arrive pas. Non, pas BGA, on se voit en présentiel. Super. Et du coup, c'est le moment où on a permis de se reconnecter, de se revoir, de se retruc, et c'est cool. Enfin, c'est génial. Et du coup, et je trouve ça vraiment bien que le jeu de société a apporté ça, alors que c'était des cousins, que avant ça, on se voyait que repas de famille, et que c'était 1 fois, 2 fois par an. Et en vrai, on s'entendait grave bien. C'est qu'il y avait juste zéro souci. C'est que la vie fait qu'on se voyait pas. Et je trouve que ça en vrai, c'est super cool. Ça me fait penser que tu parlais des good vibes. Je dis pas que c'est un achievement. Je sais pas de quoi l'avenir sera fait. Mais quand j'ai fait un petit coup de mou, au boulot ou dans la vie de tous les jours, j'ai participé, donc j'ai quelques scénarios écrits et qui sont édités dans la boîte de la première édition de Claustrophobia et dans la 2e édition de Claustrophobia. Donc il y a quelques-uns de mes scénarios qui sont là-dedans. J'ai un scénario qui est dans la boîte de The Heist. The Heist, c'est un jeu de rôle qui a été écrit par Gabriel Desjournerin et Théo Rivière, qui m'a permis d'aller explorer le monde de Jules Verne et de 20 milieux sous les mers, et il est édité et il est dans cette boîte. Il y a l'Obsidienne, qui est la BD dont vous êtes le héros, dont je suis le scénariste. Et quand j'ai un coup de mou, je regarde aussi ces éléments qui sont des éléments du monde du jeu de société, des éléments ludiques, et ça me rebooste parce que je me dis, il y a quand même eu des choses que tu as amenées jusqu'au bout, jusqu'à ce truc de l'édition. C'est complètement perso, c'est un peu égoïste, mais c'est vrai que ça rebooste aussi, quoi. Oui, tu te dis, en vrai, je sais pas comment dire, mais j'ai ma place. Alors, je sais pas si j'ai ma place, mais en tout cas, j'ai participé. C'est ce que t'as dit, j'ai participé, j'ai mis ma pierre. Ouais, clairement. Ok. Et aujourd'hui, quel jeu tu sors le plus? Je sors le plus parce que en vrai, comme tu disais tout à l'heure, selon les contrats. C'est ça. mais il y en a quand même qui ressortent un petit peu. Le Just One, j'en ai parlé déjà plusieurs fois parce qu'effectivement, c'en est un, je peux le sortir avec pratiquement tous ceux qui passent à la maison. En tout cas, à partir du moment où, sans forcer quoi que ce soit, il y a l'envie ou la possibilité, le temps de faire un petit jeu. Oui, mais on n'est pas trop joueur. Dire, ok, celui-là, et il marche presque à chaque fois. So Clover aussi. Clover est un peu plus technique. Il est un tout petit peu plus technique, donc faut aimer effectivement les associations d'idées, Fiesta de Los Muertos. Bref, on a quelques jeux d'ambiance comme ça qui font mouche à chaque fois. On a eu une période avec les enfants où on a bien avancé dans la campagne de Assassin's Creed, le jeu de société, et ils étaient aussi assez fans, et moi pareil, de la collection. Donc on jouait pas mal avec les loulous à Unmatch, et avec mon papa, parce qu'il aime bien le cyclisme, qu'il est assez jeu de société, mais pas forcément aller chercher du complexe et tout. On a beaucoup, et on continue de beaucoup jouer à Flamme Rouge et à Hit. Ok. Donc à chaque fois, tu vois, c'est lié à des... C'est ce que je disais tout à l'heure, donc c'est en ce sens-là où je me dis que c'est bon, je suis cohérent. C'est lié à des humains. Oui. Avec les loulous, avec papa, avec les invités, les amis, etc. Donc, et à chaque fois, il y a, pour là, tel type, pour ça, tel type, pour ça, tel type. Donc les jeux en global me permettent d'aller piocher et de faire face à plein de situations. Vrai, par rapport à ton public, et c'est ce qui est, et surtout quand t'es, entre guillemets, la ludothèque. Oui, on vient de chercher des jeux chez... Tu vois, donc, quand on vient chez toi, faut que tu dises, ok, bon, moi, j'ai envie de jouer à ça, en vrai. C'est exactement si c'est que moi, j'ai envie de jouer que à ça, mais ça passera pas avec... mais bon,
bon, on va essayer de... j'essaie toujours un peu de les ramener vers ça, mais ça fonctionne pas tout le temps. C'est ça. Non, mais je te comprends complètement. C'est excellent. Mais quand il y a les personnes, je dis, ok, bon, toi, je sais que t'aimes ça, t'aimes les jeux de mots, t'aimes pas te prendre la tête, ou t'aimes le coopératif. Ouais. Par exemple, donc, tiens, et celui-là ou celui-là, t'essaies de trouver tu un fais peu une sélection en fonction de. Ouais, mais moi je suis comme toi. Quoi. Je suis comme toi. Et c'est même un défi que je trouve assez génial, c'est de trouver le bon jeu à chaque groupe ou à chaque personne, etc. Oui. Parce que comme tu le disais, comme t'es un peu ludothèque, il doit y avoir plus de 1500 jeux à la maison. Effectivement, ça devient difficile. Ça devient difficile même de se rappeler de tous et de savoir où est-ce que tu vas chercher. Mais peu importe. C'est vrai que il y a un moment, il y a le plaisir aussi de trouver le bon jeu pour la bonne personne ou le bon jeu pour le bon groupe et le bon moment. Ouais, tout à fait. Et bon, après, je pose cette question-là, mais à chaque fois que je le pose à des éditeurs ou même à des personnes du monde des jeux de société, c'est une question un peu compliquée parce que vous êtes en décalage. En vrai, quand je dis quelle nouveauté attends-tu le plus, en vrai, les nouveautés qui vont arriver là, tu les as déjà peut-être vues il y a peut-être 1 an. Ah, alors si on parle des nouveautés Lucky Duck, oui, il y a des nouveautés Lucky Duck que je suis impatient de pouvoir de me rendre compte de comment est-ce que le public va tu peux avoir voilà, ça va voilà, donc effectivement oui, il y a des nouveautés Lucky Duck que j'attends, mais elles sont pas tant pour moi parce qu'effectivement, j'ai déjà pu un petit peu y jouer et tout ça, mais Thunder Road Vendetta qui est la réédition du Survivant avec les jeux de bagnole où on se court derrière, ça me fait kiffer. Le Sleeping Gods Primeval Peril où tu peux faire une campagne narrative en une soirée jeu 2 heures, pareil, je suis ravi qu'il puisse venir, mais je suis aussi Guillaume, mais en tant que joueur, moi ce que j'attends du coup, par exemple, il va y avoir la prochaine sortie justement autour de Flamme Rouge, et donc je suis impatient de pouvoir y jouer avec papa et les cousins, cousines, neveux. C'est Grand Tour qui est une extension pour Flamme Rouge et qui va permettre de jouer en campagne et qui ajoute en plus maillot jaune, maillot à pois, maillot vert. Donc un petit peu, on va aller vers un petit côté un petit peu plus joueur naturellement. Donc très content de l'avoir arrivé. Avec les enfants, on attend pour les Unmatch les prochaines boîtes. Donc il y a la boîte de The Witcher et les Tortues Ninja. Donc trop cool de mettre les Tortues Ninja dans Unmatch. Lequel? C'est pas Jackie Chan, mais c'est déjà sorti, je crois. Jackie Chan, il est déjà sorti. Okay, ouais. J'ai réussi à tomber dessus et à la voir. Et puis, donc du coup, voilà, ça c'est les attentes un petit peu en tant que joueur. Moi, par contre, tout seul solo, je suis dans une période un petit peu de satiété. Et quand, donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans un cercle, dans un cercle qui revient dans mes goûts de joueur. Là, je suis à un moment où je suis plutôt à satiété, ce qui est normal par rapport à mon boulot. On en essaye, on fait que ça. Donc, en ce moment, je suis pas à attendre à proprement parler de la nouveauté. Je suis à me laisser surprendre par une nouveauté. Donc, ça veut dire que salon ou même en allant chez les ludicaires. Comme tu disais tout à l'heure. Cette thématique, qu'est-ce que c'est? Ah ouais, ils ont travaillé sur cette thématique. Ou cette couverture, elle claque, c'est quoi derrière? Donc sans forcément en savoir quoi que ce soit, mais juste à me laisser happer par quelque chose, exactement, et à aller voir. Donc voilà. Ah, parce que c'est ce qui est dur, c'est que maintenant, en même temps en tant que joueur, c'est que comme tu joues tous les jours presque, tu es dans le jeu tous les jours. En vrai, quand tu rentres chez toi, c'est là où tu es content de faire des fois autre chose. Il y a cette barrière où tu te dis, est-ce que je joue ou est-ce que je bosse? Mais je joue, c'est quand même mon taf en fait. Est-ce que, vas-y, je fais autre chose ou... Donc il y a mais en vrai, c'est comme tout métier passion. Ouais, non, mais c'est sûr. Mais tu vois, regarde, il y a 3 jours, j'ai ressorti, ça faisait un moment que je me suis dit, j'ai envie d'en refaire une. Je l'ai joué en solo parce que c'est un coopératif, donc il joue très bien en solo. J'ai ressorti Pandemic de Clone Wars. J'avais envie de refaire un petit peu de Star Wars autour de la mécanique de Pandémie. J'ai continué de trouver ça. Ouais, c'est effectivement très très cool et ça marche très très bien. J'y ai joué tout seul et c'était juste le moment plaisir, plaisir. J'ai découvert, là en l'occurrence, coucou à Pénélope, c'est elle qui m'avait fait découvrir For Glory, qui est un jeu de deck building. C'est une mécanique que j'aime beaucoup, le deck building, un jeu de mécanique deck building autour des gladiateurs et du combat en arène. Je l'ai cherché parce qu'il est pas facile à trouver, je l'ai reçu. Il n'est pour l'instant qu'en anglais. On a pu le découvrir pareil ce week-end. C'est un week-end un petit peu prolongé avec neveu, fils, etc. Et pareil, je sais que c'était pour le plaisir et ça a été un plaisir énorme, quoi. Donc j'arrive. Il y a des moments de plaisir
plaisir de jeu et Ouais, plaisir. T'arrives encore à trouver du plaisir à jouer. Ok, bah, on va arriver du coup dans la dernière partie du podcast et qui est du coup tu arrives sur une île déserte, un peu à la Lost. Il y a plusieurs personnes sur cette île déserte. Ouais. Donc en vrai tu peux ramener 5 jeux avec toi, les 5 que tu veux, mais tu dois penser que ça doit être un peu sur l'île déserte. C'est-à-dire que tu n'en auras pas d'autres. Il n'y en aura pas d'autres. C'est bien parce que je ne suis pas obligé de prendre autre chose. Mais admettons que ça prenne quand même une place. Je vais prendre crayon, papier et des dés. Comme ça, je peux faire du jeu de rôle. N'importe quel univers, rien à faire. Tu te crées crayon, papier, plus les dés. On est parti pour du jeu de rôle. Donc, je considère que ça va prendre un slot. Mais le jeu de rôle, c'est ça. C'est avec juste des dés, crayon, papier, tu peux partir, mais dans tous les univers que tu veux. C'est vraiment le truc, moi, je te coupe un peu sur ça. Le jeu de rôle, moi, j'ai jamais fait. C'est un truc que j'ai jamais fait, mais c'est un truc qui m'attire et en même temps, je me dis, parce que tu dois avoir le temps. C'est vrai. Tu vois, si tu rentres dans une campagne, tu peux pas dire, bon, après, ce mardi-là, je viens pas, tu dois y aller fréquemment pour que la campagne, je suis d'accord, pour que la campagne fonctionne. Mais c'est un truc où je me dis, moi qui ai fait dans ma jeunesse, j'ai fait du théâtre et je trouve, même si c'est pas du théâtre, mais je trouve que c'est un univers théâtre, cinéma, jeu, tu es dedans. Tout s'entremêle. Ouais. Et je suis persuadé que j'adorerais ça. En tout cas, dans ce que j'en perçois, parce qu'une fois encore, je ne vais pas décider à ta place, mais dans ce que je perçois dans nos échanges et tout ça, je pense que cette pratique ludique qui en même temps permet de se projeter, de s'imaginer des histoires, de s'imaginer dans la peau de quelqu'un d'autre, d'imaginer des relations interpersonnelles, ouais, je suis sûr que ça te ferait kiffer, j'en suis quasi sûr. Mais c'est un truc qui vraiment m'attirait, mais je sais que ça demande du temps, c'est vrai. Il faut du temps, et je sais qu'aujourd'hui, dans ma vie, j'ai pas le pas temps. Forcément pour moi, c'est là où je dis, en termes d'initiation, et pour l'avoir déjà fait avec d'autres qui avaient cette envie d'essayer, mais en même temps, eh bien, effectivement, il faut considérer, tiens, on se fait une après-midi. Donc, ça veut dire que on a effectivement organisé les choses pour que ce soit fait. On démarre à 18h, on s'arrêtera à 22h, mais je vous promets que dans ce laps de temps-là, on aura vos personnages, vous aurez fait une aventure et on verra ce qui se passera après si vous voulez continuer ou pas, mais en tout cas, vous aurez fait du jeu de rôle. On aura quand même participé à l'aventure. Et à découvrir vraiment ce qu'est cette activité. Donc ouais, le jeu de rôle. Je pense que je prendrais, parce qu'il a marqué mon parcours, etc. Donc, je prendrais un coopératif. Et dans les coopératifs, celui qui me marque le plus, parce que je travaillais chez Philo à ce moment-là et que j'ai beaucoup animé des Pandemic Survival, qui étaient des événementiels terribles autour de Pandémie. Donc, je prendrais un Pandémie. Le jeu préféré de ma femme. Ah bah, écoute, voilà. Pandémie qui se renouvelle très, très bien. Je pense que je prendrais le Pandémie classique, même si le Clone Wars ou le Iberia fonctionne bien, même si le Wrath of the Lich King, il est bien avec du renouvellement et tout. Mais le Pandémie classique marche très bien, donc je prendrai le Pandémie. Je pense que je prendrai un Dixit, parce qu'une fois encore, il a une faculté rassembleur, et il a une faculté avec les images évocatrices qui permet d'y jouer juste pour le plaisir de s'évoquer des trucs et pas simplement pour le plaisir de faire. Voilà, exactement. Donc je pense que je prendrai un Dixit. J'ai beaucoup hésité parce qu'on parlait des deck building et donc Dominion a été la grosse claque à l'arrivée du deck building, le fait de se dire non mais en fait la création d'un paquet de jeux va devenir la mécanique centrale, et ça a été une idée géniale de Vaccarino, et waouh comment il a fait ce Dominion. Après, mon préféré, parce que du coup dans une thématique médiévale fantastique qui m'est un peu plus propre, c'est Thunderstone. Et du coup, est-ce que je prendrais Dominion parce qu'il est un peu plus global, ou est-ce que je prendrais Thunderstone parce que c'est un peu plus Medfan et que j'aime bien la façon dont il est fait? Bon, je prendrais l'un des deux. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que Dominion, si tu arrives sur l'île désert, t'as que ça. Est-ce que aujourd'hui tu prendras encore autant de plaisir à jouer à Dominion? Alors, dans une boîte de base, il y a quand même de quoi faire un vrai différentiel de deck et donc d'ambiance différente, avec plus ou moins d'interaction, avec plus ou moins de méchanceté. Donc, je pense que Dominion, peu importe, a encore de quoi défendre. Je pencherais quand même peut-être plus pour Thunderstone au sens où la thématique vient s'ajouter au plaisir de la mécanique. Donc dans Thunderstone, je vais jouer mes héros, on va aller massacrer du monstre dans du donjon et puis on va faire évoluer nos héros, mais il y a plein de
de types de monstres différents, donc pour plein de parties différentes, et il y a plein de types de héros, donc là encore, il y a un très bon renouvellement. Mais comme il y a une thématique supplémentaire, je prendrais finalement peut-être quand même Turtle Stone en te le disant. Ok. Et puis le 5e, parce qu'il en fallait 5, et parce que ça reste un classique, et que du coup, il est quand même jouable pratiquement à l'infini aussi, c'est Carcassonne, parce que c'est un jeu de pose de tuiles, et que les jeux de pose de tuiles, je continue de bien les aimer, c'est-à-dire que je pose des tuiles, et puis hop, il y a un paysage qui se construit, et moi dans ma tête, ben ça y est, je me fais une histoire et je me raconte un truc. Et Carcassonne c'est pas tu vois, j'aurais très bien pu prendre chez Lucky Duck un Cascadia qui marche très très bien aussi dans cette peut-être même encore plus profond, donc Cascadia ou Carcassonne en pose de tuiles. Et là du coup j'ai un bon panel quand même. Un bon panel. Un bon panel de classiques en plus. Ok. Bon bah en tout cas très cool. Merci pour Avec plaisir Morgane. pour Vraiment. ce moment. Tu viens de battre mon record. Oh purée. Il fallait pas me dire ça. 1h45. Très bien. Mais en tout cas, c'était un très bon moment. Ah ouais. On a appris plein de choses. Discuter à C'est bâton rompu. pour ça que j'ai voulu faire ce podcast, pour ces moments Top. et tout avec les personnes. Plus que faire des reviews, moi, c'est vraiment ce moment-là Ce que moment de j'aime partage. bien. Ouais. Donc, c'était vraiment cool et je suis Merci content Morgane. qu'on ait Ouais, fait, c'était qu'on ait fait chouette. ce moment-là. Avec plaisir. On se refait ça quand tu veux. Puis partie de jeu de rôle pour l'initiation. Bah, quand tu veux.